Les bulles de champagne me chatouillaient le nez alors que Karina me forçait à prendre un deuxième verre, ses doigts à la manucure parfaite, refusant d'écouter mes protestations. Les basses de la sonorisation du club faisaient vibrer les sièges en cuir de la cabine VIP, faisant miroiter le liquide sous les lumières colorées rotatives qui balayaient notre coin de balcon, surplombant la piste de danse principale. 42 ans. Ce n'est pas la mort, Camille, a hurlé Kelly pour couvrir la musique, son haut à paillettes captant les stroboscopes comme une boule à facettes. 42 ans, c'est la liberté. Tu as signé ces papiers de divorce il y a 3 semaines. Ce soir, on fête ça. J'ai pris une gorgée hésitante, le couteau d'homme Pérignon glissant dans ma gorge avec une aisance qui trahissait son prix. Mes amis avaient choisi le Vertigo, l'une des boîtes de nuit les plus exclusives de São Paulo. Le genre d'endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis le début de ma vingtaine. À l'époque, j'étais jeune et intrépide, dansant jusqu'à l'aube dans des clubs bien moins prestigieux que ce temple de chrome et de verre qui s'adressait à l'élite de la ville. 18 ans de mariage avec Eduardo avaient gommé ses aspérités, remplaçant la spontanéité par la routine et l'aventure par la prévisibilité. Notre divorce avait été civil, presque décevant de calme. Pas de drame, pas de dispute pour les biens, juste 2 personnes qui avaient réalisé en chemin qu'elles étaient devenues des étrangères, partageant un lit et un prêt immobilier. Le DJ est incroyable ce soir, a lancé Karina, se déhanchant sur le remix d'une chanson pop américaine que je reconnaissais vaguement à la radio. Elle était ma plus proche amie depuis que nos filles fréquentèrent la même école primaire il y a 15 ans. Là où ma vie s'était contractée dans les limites étroites de la respectabilité de banlieue, la sienne s'était épanouie. Elle dirigeait une agence d'événementiel prospère, voyageait à l'étranger et semblait connaître tous les portiers et maîtres d'hôtel de la ville. Le carré que nous occupions coûtait plus cher que le loyer mensuel de mon modeste appartement où j'avais emménagé après la séparation. J'avais protesté quand Karina avait annoncé qu'elle l'avait réservé, mais elle avait balayé mes inquiétudes avec sa générosité caractéristique. Les reines d'anniversaire ne paient pas, avait-elle décrété. Et la discussion s'était arrêtée là. À travers la barrière de verre qui séparait notre perchoir de la masse en bas, je regardais les corps bouger dans un chaos synchronisé. La foule était plus jeune que moi, la plupart entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, vêtus de vêtements valant plus que mon budget hebdomadaire de course. Avant le divorce, j'aurais peut-être méprisé cet étalage de richesse et de beauté. À présent, je me sentais juste fatiguée et légèrement déplacée dans cette robe noire toute simple que Karina avait juré être parfaite, mais que je savais démoder d'au moins 5 ans. Oh mon Dieu, regarde ce carré là-bas. Kelly a pointé sa coupe de champagne vers le côté opposé du balcon, où un autre carré VIP brillait d'un éclairage encore plus opulent. Contrairement à notre espace délimité par des cordons de velours, cette zone disposait d'une véritable porte et de panneaux de verre teintés qui dissimulaient les occupants à la vue des curieux. C'est l'espace privé du propriétaire, a précisé Karina avec l'autorité de celle qui se fait un devoir de tout savoir. Il ne l'ouvre que pour des clients très spéciaux. J'ai entendu dire qu'un prince saoudien était là le mois dernier. Le champagne me rendait la tête agréablement légère, le rythme de la musique s'insinuant dans mes os malgré ma détermination à rester l'adulte responsable de notre trio. Karina avait déjà fini son 2e verre et en versait un 3e, tandis que Kelly avait totalement délaissé sa boisson pour danser sur place, ses hanches bougeant avec une aisance que j'enviais. « Allez, Camille. » Kelly m'a pris la main libre, m'obligeant à me lever. « Tiens-toi au moins debout. Tu es assise comme si tu étais à un enterrement depuis qu'on est arrivé. » Je me suis levée, chancelante sur les talons que Karina m'avait prêtés parce que, ces chaussures plates, c'est hors de question ce soir. La vue, debout, était vertigineuse, à cause de la hauteur autant que de l'alcool. En dessous de nous, la piste de danse bouillonnait d'énergie, une mer de mains levées et de corps oscillants baignés de lumière rose et bleue. Je suis trop vieille pour ça, ai-je dit. Mais même moi, je percevais le manque de conviction dans ma voix. La musique était contagieuse. Le champagne avait relâché les nœuds de tension que je portais dans mes épaules depuis des mois. Et quelque part au fond de moi, une petite voix murmurait que peut-être, juste peut-être, Kelly avait raison. 42 ans, ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Tu sais ce qu'il te faut ?
a dit Karina, les yeux brillants de malice et d'alcool. Tu dois monter sur cette plateforme et danser. Danser vraiment, comme tu le faisais avant qu'Eduardo ne te transforme en mère de famille coincée. Elle désignait une petite plateforme surélevée au bord de notre section VIP, à peine à 60 cm du sol, conçue exactement pour le genre de comportement exhibitionniste qu'elle suggérait. Cette pensée a fait chavirer mon estomac d'anxiété et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'excitation. « Absolument pas », ai-je répondu. Mais Karina remplissait déjà mon verre, me le pressant dans la main avec l'insistance de quelqu'un qui n'accepte pas de refus. « Une danse », a-t-elle insisté. « C'est tout. Une danse pour tes 42 ans. Pour la Camille que tu étais avant d'oublier comment s'amuser. » Les mots ont piqué, car ils étaient vrais. Quand étais-je devenue cette personne prudente, craignant d'attirer l'attention, craignant de faire des erreurs, craignant de vivre. Eduardo m'aimait effacée, réservée, l'épouse parfaite qui organisait des dîners et se portait volontaire pour les collectes de fonds de l'école. Le divorce m'avait libérée de ses préférences, mais j'avais découvert que j'avais oublié qui j'étais sans elle. Le champagne a facilité la décision. J'ai vidé le verre, sentant les bulles exploser dans ma poitrine, comme de minuscules feux d'artifice de courage. « Très bien, » ai-je dit. « Une danse, mais si je tombe et que je me brise le cou, c'est vous qui payez mes frais médicaux. » Karina et Kelly ont éclaté en acclamations qui m'auraient mortifié une heure plus tôt, mais qui, à présent, me faisaient simplement rire. Elles m'ont aidé à monter sur la plateforme, me stabilisant alors que mes talons d'emprunt trouvaient prise sur la petite scène. De cette hauteur, je pouvais voir tout le club. Le carré privé en face de nous était désormais à hauteur d'yeux, bien que ses vitres teintées cachent toujours quiconque s'y trouvait. Le DJ a enchaîné sur une nouvelle chanson, quelque chose avec un rythme entraînant et une ligne de basse qui vibrait sous la plante de mes pieds. J'ai fermé les yeux, laissant la musique me traverser, me rappelant ce que l'on ressentait à danser sans se soucier de qui regardait ou de ce qu'il pensait. Mes hanches ont commencé à se balancer, timidement d'abord, puis avec une confiance croissante, alors que la mémoire musculaire de mes jeunes années se réveillait. En dessous de moi, Karina et Kelly dansaient aussi, m'encourageant avec des cris et des sifflements qui m'arrivaient à peine à travers la musique. J'ai tournoyé lentement, les bras levés au-dessus de ma tête, sentant la robe tourbillonner autour de mes cuisses. Le champagne avait libéré quelque chose en moi. Un ressort tendu qui était resté enroulé pendant 18 ans. Je reculais sur la petite plateforme, toujours en balancement, les yeux clos, perdu dans la sensation du mouvement et de la liberté. Mon dos a heurté quelque chose de solide, de chaud, de distinctement humain. Mes yeux se sont écarquillés alors que je trébuchais légèrement, des mains puissantes attrapant mes hanches pour me stabiliser. J'étais sortie de notre plateforme sans m'en rendre compte, pour atterrir directement sur quelqu'un qui se tenait à l'entrée du mystérieux carré privé. La porte vitrée était ouverte, et j'étais rentrée de plein fouet dans l'un de ses occupants. Une honte immense m'a envahie, dissipant la brume plaisante du champagne. J'ai essayé de faire un pas en avant, de m'excuser, de m'enfuir vers la sécurité de mes amis. Les mains sur mes hanches se sont resserrées, sans douleur mais fermement, me maintenant en place. Une voix, basse et amusée, a parlé directement à mon oreille, les mots étant curieusement audibles malgré le martèlement de la musique. « Ne vous arrêtez pas. » Je me suis figée, le cœur battant contre mes côtes pour des raisons totalement nouvelles. Les mains appartenaient à un homme. C'était évident à leur taille et à leur force. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre mon dos, l'odeur subtile d'une eau de Cologne coûteuse, mêlée à du whisky, et quelque chose de plus sombre, de plus terreux. Je suis désolée, je n'avais pas réalisé, ai-je commencé à dire, mais les mains m'ont guidée doucement pour me remettre en mouvement, encourageant le déhanché que j'avais abandonné dans mon embarras. J'appréciais le spectacle, a continué la voix, riche d'un accent qui suggérait des études à l'étranger, mais des racines solidement ancrées à São Paulo. Ne me laissez pas vous interrompre. Chaque instinct cultivé en tant que femme au foyer respectable de banlieue me hurlait de m'éloigner, de m'excuser profusément, de courir me réfugier dans mon carré auprès de mes amis.
Mais le champagne, la musique et quelque chose de téméraire qui s'était éveillé en moi ce soir-là ont dicté un choix différent. J'ai repris ma danse, intensément consciente désormais de ce public unique derrière moi. Les mains sur mes hanches ne se sont pas égarées, elles n'ont pas agrippé ni tâtonné, mais elles sont restées là. Une pression chaude qui rendait chaque mouvement plus délibéré, plus chargé de sens. La chanson a semblé durer une éternité, tout en finissant trop tôt. Lorsqu'elle s'est finalement fondue dans le morceau suivant, j'ai trouvé le courage de me retourner pour voir qui avait été le témoin et l'instigateur de ma folie passagère. Il était plus âgé que la clientèle habituelle du club, probablement à la fin de la quarantaine, avec des cheveux sombres parsemés de reflets argentés distingués aux tempes. Son costume était gris anthracite, parfaitement taillé, du genre qui murmure la richesse plutôt que de la crier. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé, sombres et scrutateurs, avec une pointe d'amusement qui suggérait qu'il trouvait la situation tout aussi inattendue que moi. « Renato Figueiredo », a-t-il dit en tendant la main, comme si nous venions d'être présentés lors d'une réunion d'affaires, plutôt qu'après que je lui ai pratiquement fait une danse lascive en boîte de nuit. « Camille Montero », ai-je répondu en lui serrant la main, essayant d'ignorer à quel point la mienne paraissait petite dans la sienne. Je suis vraiment navrée. Mes amis m'ont convaincu de danser. J'ai bu trop de champagne. Et je ne m'étais pas rendu compte que je reculais dans votre espace. Aucune excuse n'est nécessaire, a dit Renato, un sourire jouant au coin de ses lèvres. C'est mon anniversaire. Vous l'avez rendu mémorable. Votre anniversaire ? Ai-je répété, surprise. C'est aussi le mien. Mes 42 ans. 48 ans, a-t-il répondu. La coïncidence est notable. Derrière moi, je sentais Karina et Kelly observer la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Derrière Renato, le carré privé s'est révélé à mes yeux. Plusieurs hommes en costume étaient assis autour d'une table chargée de bouteilles qui faisait passer notre Dom Pérignon pour un produit ordinaire. Ils essayaient, sans grand succès, de paraître indifférents à notre conversation. « Aimeriez-vous vous joindre à moi pour un verre ?» a demandé Renato, désignant son carré du geste. « À moins que vous ne préfériez retourner auprès de vos amis. Je comprends que danser par hasard sur des inconnus ne soit pas votre façon habituelle de passer une soirée. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû le remercier poliment, retourner vers Karina et Kelly et terminer la nuit avec ma dignité intacte. Mais quelque chose dans son regard direct, la façon dont il semblait sincèrement intéressé par ma réponse plutôt que de la présumer, m'a fait hésiter. « Juste un verre, m'entendis-je dire, puisque c'est notre anniversaire à tous les deux. » Le sourire de Renato s'est élargi et il s'est effacé, m'invitant d'un geste à le précéder dans le carré privé. En passant devant Karina et Kelly, j'ai vu Karina mimer un « Oh mon Dieu », tandis que Kelly me faisait un pouce levé enthousiaste. J'ai levé les yeux au ciel en les regardant toutes les deux, mais je n'ai pu réprimer le petit sourire qui étirait mes lèvres. L'intérieur du carré privé était un tout autre monde. Si notre section VIP était agréable, celle-ci était d'un luxe frôlant l'excès. Les sièges en cuir étaient d'une souplesse de beurre, la table en véritable marbre, et les bouteilles disposées dessus étaient des marques que je ne connaissais que par les publicités de magazines pour des vies que je n'avais jamais menées. Les associés de Renato se sont levés à notre entrée, un geste de respect qui semblait étrangement formel vu le cadre. Renato les a présentés brièvement, Walter, son avocat, Zeffirino, un partenaire commercial dans l'importation, et deux autres hommes dont j'ai immédiatement oublié les noms, mais pas les regards vigilants. « Nous allions justement partir », a dit Walter avec fluidité. Et en quelques instants, le carré s'est vidé, nous laissant seuls, Renato et moi. La porte s'est refermée derrière les hommes avec une finalité qui aurait dû m'alarmer, mais qui ne le fit pas. Renato a versé 2 verres d'un liquide ambré et aromatique, m'en tendant un avant de s'installer sur le siège en face de moi. « Aux rencontres inattendues », a-t-il dit en levant son verre. « À nos 42 ans », ai-je répondu, faisant teinter mon verre contre le sien. Le liquide brûlait agréablement, me réchauffant de l'intérieur d'une manière que le champagne n'avait pas égalée. « Dites-moi, Camille Montero », a dit Renato, s'adossant avec une aisance qui suggérait qu'il avait l'habitude de maîtriser les espaces et les conversations. « Qu'est-ce qui amène une femme qui n'a manifestement pas l'habitude de danser en boîte de nuit au Vertigo un jeudi soir ?»
La perspicacité de l'observation m'a prise au dépourvu. C'est si évident. Vous dansez comme quelqu'un qui savait le faire mais qui a oublié pendant un temps, a-t-il dit. Et quand vous avez ouvert les yeux et réalisé que vous étiez tombé sur moi, vous aviez l'air de vouloir que le sol vous engloutisse, ce qui n'est pas la réaction de quelqu'un à l'aise dans cet environnement. J'ai pris une autre gorgée de whisky, profitant de l'instant pour décider quelle part de vérité offrir à cet inconnu. Divorce, ai-je fini par dire, finalisé il y a 3 semaines. Mes amis ont décidé que je devais fêter ma liberté et mon anniversaire simultanément. Quelque chose a changé dans l'expression de Renato, une lueur de compréhension. 18 ans de mariage. Comment avez-vous... Vous en avez l'air, a-t-il dit simplement. Quelqu'un qui a fait partie d'une unité pendant si longtemps qu'être à nouveau singulier donne l'impression d'avoir perdu un membre, même si c'est vous qui avez choisi l'amputation. La métaphore était sombre, mais juste. Et vous ? Fêtez-vous autre chose qu'une année de plus ? Une autre acquisition réussie, a dit Renato après s'être raclé la gorge. Mon travail consiste à dénicher des objets rares, à convaincre leurs propriétaires de s'en séparer et à les placer auprès de nouveaux propriétaires prêts à payer considérablement plus que ce que les précédents croyaient qu'ils valaient. Un antiquaire ? Ai-je demandé, mon intérêt piqué malgré moi. Ma grand-mère m'avait laissé un petit magasin d'antiquités à sa mort il y a 5 ans, un espace poussiéreux dans un vieux quartier que j'avais toujours eu l'intention de relancer, mais je n'en avais jamais eu le temps ni l'énergie pendant mon mariage avec Eduardo. Entre autres choses, a répondu Renato, son ton suggérant des facettes auxquelles je n'avais pas accès. Je me spécialise dans le mobilier et l'art européen des XVIIIe et XIXe siècles. Des objets avec une provenance, une histoire, des récits à raconter. Nous avons discuté pendant 1 heure, peut-être plus. La musique est devenue un bruit de fond alors que Renato décrivait un récent voyage d'acquisition au Portugal, où il avait déniché un ensemble d'azulejos peints à la main provenant d'un monastère démoli. Je me suis surprise à lui parler de la boutique de ma grand-mère, de l'inventaire qui prenait la poussière, de mon rêve de transformer cet endroit en quelque chose de viable. « Vous devriez me laisser voir ça ?» a dit Renato soudainement. « J'ai des contacts, des ressources. Peut-être pourrions-nous collaborer ?» La suggestion était à la fois exaltante et terrifiante. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous dansez comme si vous aviez peur que quelqu'un regarde, tout en souhaitant secrètement le contraire, » a dit Renato. « Je sais que vous vous êtes marié trop jeune et que vous êtes resté trop longtemps. Je sais que vous êtes intelligente, car les questions que vous avez posées sur la provenance et l'authentification ne sont pas des curiosités d'amateurs. Et je sais que lorsque vous parlez de la boutique de votre grand-mère, tout votre visage change. Cela me suffit pour avoir envie de voir ce que vous avez. » Cette franchise aurait pu être rebutante. Au contraire, elle était rafraîchissante après des années de communication passive-agressive de la part d'Eduardo. « C'est fou, » ai-je dit. Je fais accidentellement un déhanché suggestif contre un inconnu en boîte de nuit, et 1 heure plus tard, nous discutons d'un partenariat commercial. « C'est ce que vous faisiez ?» a demandé Renato, les yeux brillants d'amusement. « Un déhanché ? Je pensais que vous dansiez, tout simplement. » La chaleur qui a envahi mon visage n'avait rien à voir avec le whisky. « Oh mon Dieu, je l'ai vraiment fait, n'est-ce pas ? Je suis tellement désolée. Camille, a interrompu doucement Renato. Arrêtez de vous excuser. Vous avez rendu mon anniversaire infiniment plus intéressant qu'il ne l'aurait été autrement. Maintenant, allez-vous me montrer cette boutique ? Ou allez-vous la laisser continuer à prendre la poussière pendant que vous cherchez à quoi ressemblent 42 ans et un divorce ? J'ai soutenu son regard, y voyant un défi, mais aussi un intérêt sincère. Qu'avais-je à perdre ? Eduardo était parti. Ma fille était à l'université, et la boutique dépérissait lentement, que je ne fasse rien ou que je prenne un risque. Mardi après-midi, m'entendis-je dire. 14 heures. Je vous enverrai l'adresse par message. Renato a sorti une carte de visite de la poche de sa veste, la faisant glisser sur la table vers moi. Le papier était épais, coûteux, embossé de son nom et d'un numéro de téléphone. Pas de nom de société, pas de site web, juste l'essentiel. J'y serai.
a-t-il dit. Quand je suis enfin retournée auprès de Karina et Kelly, elles m'ont assailli de questions auxquelles j'ai éludé en promettant de m'expliquer plus tard. La nuit touchait à sa fin. Le club se vidait lentement, alors que nous récupérions nos manteaux et appelions une voiture. En attendant dans le hall, j'ai jeté un coup d'œil vers le balcon VIP, apercevant Renato à travers la vitre, observant mon départ avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Dans la voiture, j'ai sorti sa carte de visite, passant mon pouce sur les lettres en relief. À quoi venais-je de donner mon accord? Un rendez-vous d'affaires avec un homme rencontré en me frottant accidentellement contre lui dans une boîte de nuit. Mon esprit rationnel hurlait à la folie. Mais la part de moi qui avait dansé sur cette plateforme 3 heures plus tôt, cette part endormie depuis 18 ans, murmurait que peut-être la folie était exactement ce dont j'avais besoin. L'antiquaire se trouvait dans une rue calme de Pinheiros, niché entre une librairie d'occasion et un café présent depuis les années 1960. Je suis arrivée avec 1 heure d'avance mardi, mettant ce temps à profit pour épousseter frénétiquement les surfaces et organiser le chaos en quelque chose ressemblant à de l'ordre. Ma grand-mère avait appelé cet endroit Casa das Memorias, la maison des souvenirs, et cela avait été sa fierté et sa joie pendant 40 ans avant son décès. C'était à présent la mienne, bien que j'aie peu fait pour honorer son héritage. Au-delà de payer le loyer minimal et de passer occasionnellement m'assurer que des vandales n'étaient au pas entrés. L'inventaire qu'elle avait laissé était substantiel, mais désorganisé. Des azulejos portugais étaient appuyés contre des armoires françaises. Des meubles coloniaux brésiliens partagèrent l'espace avec des bustes en marbre italien, le tout recouvert d'une fine couche d'abandon. J'avais changé de tenue 3 fois ce matin-là, optant finalement pour un pantalon noir ajusté et un chemisier en soie crème qui, je l'espérais, trouvait le juste équilibre entre professionnalisme et accessibilité. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'organisais des papiers sur le bureau encombré près de la vitrine, sans savoir si c'était dû à la nervosité ou aux 2 expressos consommés. À 14 heures précises, une berline Mercedes noire s'est garée devant. Renato en est sorti, aussi impeccable qu'au club, bien que la pénombre de la boîte de nuit n'ait pas révélé tout l'impact de sa présence à la lumière du jour. Il portait un costume bleu marine cette fois, sans cravate, le premier bouton de sa chemise blanche ouvert d'une manière qui réussissait à paraître à la fois décontractée et délibérée. Je l'ai accueilli à la porte, soudain consciente de la pauvreté apparente de la boutique pour quelqu'un habitué aux acquisitions de haut vol. « Bienvenue dans le chaos », ai-je dit, essayant de garder un ton léger malgré l'anxiété qui me nouait l'estomac. Renato est entré, et j'ai regardé ses yeux parcourir méthodiquement l'espace, répertoriant, évaluant. Il est resté silencieux un long moment, marchant lentement dans les allées étroites entre les meubles et les caisses, s'arrêtant parfois pour examiner un objet de plus près. « Votre grand-mère avait un goût excellent », a-t-il fini par dire, passant sa main sur le dossier sculpté d'un canapé du XIXe siècle, et des capacités d'organisation atroces. Malgré moi, j'ai ri. C'est la façon la plus diplomatique que j'ai jamais entendue pour décrire cet endroit. « Quelle proportion de cet inventaire avez-vous répertorié ?» a demandé Renato, sortant son téléphone pour prendre des photos de diverses pièces. « Répertorié ?» ai-je répété. Il y a un registre qu'elle tenait, mais c'est principalement en portugais, et son écriture était illisible. J'ai eu l'intention de tout numériser, de créer une base de données digne de ce nom, mais entre le divorce et le travail... Ma voix s'est éteinte, les excuses sonnant creux même à mes propres oreilles. « Que faites-vous comme travail ?» a demandé Renato, son attention désormais portée sur une collection de pièces en céramique, empilées au hasard sur une étagère. « J'enseigne l'histoire de l'art dans une école privée, » ai-je répondu. Enfin, j'enseignais. Je prends une année sabbatique ce semestre pour réfléchir à la suite. Renato s'est tourné vers moi, l'expression pensive. Donc, vous comprenez la valeur, la provenance, le contexte historique. Il vous manque juste l'infrastructure commerciale pour monétiser tout cela. Ce constat brutal m'a piqué parce qu'il était exact. Dit comme ça semble pathétique. Ça ressemble à une opportunité, a corrigé Renato. Il a désigné la boutique d'un geste circulaire.
Vous êtes assise sur un inventaire d'au moins 2 millions de réés, probablement plus si tout est correctement authentifié. Votre emplacement est bon. Pas prestigieux, mais respectable. Le bâtiment a du caractère. Avec le bon investissement et l'expertise adéquate, cela pourrait être extraordinaire. 2 millions de réais. Ce chiffre m'a donné le tournis. C'est impossible. La plupart de ces objets sont ici depuis des décennies. Ce qui signifie qu'ils ont pris une valeur considérable, a répliqué Renato. Il a tiré l'une des chaises, une pièce délicate de style Louis XV, que j'avais toujours trouvée jolie mais banale, et s'est assis, m'invitant à faire de même. Laissez-moi vous proposer quelque chose. Un partenariat. Je fournis le capital pour la restauration, la gestion rigoureuse de l'inventaire, le marketing et les contacts avec des collectionneurs sérieux. Vous fournissez l'espace, l'inventaire existant et votre expertise en histoire de l'art. Nous partageons les bénéfices à 60-40. 60-40 en faveur de qui ? Ai-je demandé, mon pouce accélérant. En la vôtre, a dit Renato. C'est l'héritage de votre grand-mère, votre boutique, votre réputation dans la communauté. Je ne suis que le facilitateur. Je l'ai fixé, cherchant le piège dans une offre qui semblait trop généreuse pour être réelle. Pourquoi feriez-vous cela ? Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je peux réellement diriger une entreprise avec succès. Je sais que vous avez maintenu cet endroit en vie pendant 5 ans, malgré toutes les raisons de l'abandonner, a dit Renato. Je sais que vous comprenez la marchandise suffisamment pour reconnaître la qualité, même si vous ignorez les valeurs actuelles du marché. Et je sais que lorsque vous parlez de cette boutique, il y a de la passion. La passion est plus difficile à trouver que le capital. Mon téléphone a vibré. Un message de Karina. Alors, ce rendez-vous avec Monsieur Boîte de Nuit ne fait rien que je ne ferai pas, ce qui te laisse pas mal d'options. Je l'ai mis sous silence, me concentrant sur Renato. Quel calendrier imaginez-vous ? 6 mois pour l'inventaire initial et l'authentification, a précisé Renato. 3 mois pour les restaurations nécessaires et la rénovation de la boutique. 9 mois au total avant de nous relancer en tant qu'acteur sérieux sur le marché des antiquités de São Paulo. J'ai une équipe qui peut s'occuper du plus gros du travail. Des experts, des restaurateurs, des designers. Votre rôle serait celui de conservatrice et de contact avec la clientèle. C'était tout ce que j'avais rêvé de faire avec la boutique, mais dont je m'étais convaincue que c'était impossible. La partie pragmatique de mon cerveau hurlait des avertissements sur le fait de s'associer avec un homme à peine connu, sur les risques d'échec, sur la façon dont Eduardo se moquerait de moi pour cette décision impulsive. Mais Eduardo était parti. Et la part de moi qui avait dansé sur cette plateforme 4 nuits plus tôt, celle qui s'était sentie vivante pour la première fois depuis des années, désirait cela avec une intensité qui me surprenait. « Je veux voir une proposition formelle », ai-je déclaré. Les termes du contrat, le calendrier, la ventilation du budget, tout par écrit avant que je n'accepte quoi que ce soit. Le sourire de Renato était approbateur. « Walter aura tout prêt d'ici vendredi. En discuterons-nous autour d'un dîner ?» La transition du professionnel au personnel semblait délibérée, une sorte de test. Est-il sage de mélanger les affaires et le plaisir ? Probablement pas, a admis Renato. Mais la sagesse n'a jamais été ma qualité première. De plus, nous devons discuter de l'inventaire réel en détail, et je préférerais le faire dans un endroit avec un meilleur éclairage que celui qu'offre actuellement cette boutique. Il n'avait pas tort. Le plafonnier fluorescent que j'avais installé il y a des années baignait tout d'une lumière crue et peu flatteuse. Très bien. Dîner vendredi, mais dans un endroit public et bien éclairé. Je viendrai vous chercher à 19h, a dit Renato en se levant et en sortant son téléphone. Donnez-moi votre adresse. Je lui ai dicté celle de mon immeuble, le regardant l'enregistrer dans ses contacts. L'efficacité décontractée du geste, comme si nous étions déjà familiers, faisait déjà partie de la routine de l'autre, aurait dû me paraître présomptueuse. Au lieu de cela, c'était comme une porte qui s'ouvrait, un chemin apparaissant là où il n'y avait auparavant que du brouillard. Après le départ de Renato, j'ai passé le reste de l'après-midi à photographier l'inventaire, l'esprit bouillonnant de possibilités. J'ai appelé Karina, qui a écouté mes explications décousues sur la proposition dans un silence inhabituel. « Camille,
a-t-elle fini par dire quand je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Sais-tu qui était réellement Renato Figueiredo? Cette question m'a glacé le sang. Un antiquaire, un importateur, c'est ce qu'il m'a dit. Il est aussi connu pour avoir des liens avec le marché parallèle, a interrompu Karina. Pas illégal exactement, mais une zone grise. Il y a des rumeurs sur la façon dont il acquiert certaines pièces, sur des transactions conclues en dehors des canaux officiels. Mon beau-frère travaille aux douanes. Il a mentionné le nom de Figueiredo une fois lors d'une conversation sur des cargaisons arrivant avec une documentation de provenance incomplète. Je me suis affalée sur la vieille chaise de bureau de ma grand-mère, le bois grinçant sous mon poids. Tu es en train de dire que c'est un criminel? Je dis qu'il opère dans des espaces que la plupart des marchands légitimes ne touchent pas, a dit prudemment Karina. Cela ne le rend pas nécessairement dangereux, mais cela le rend compliqué. Es-tu sûr de vouloir faire des affaires avec quelqu'un comme ça? L'étais-je? 24 heures plus tôt, j'aurais répondu absolument pas. Mais assise dans la boutique, contemplant des décennies de beauté accumulées se détériorant lentement par négligence, j'ai réalisé que je n'avais pas de meilleures options. Aucune banque ne me prêterait le capital nécessaire à la restauration. Aucun investisseur légitime ne jetterait un second regard sur une boutique d'antiquités poussiéreuse, tenue par une professeure d'histoire de l'art récemment divorcée et sans aucune expérience commerciale. Il m'offre une chance de faire réellement quelque chose de significatif de cet endroit, ai-je dit. C'est peut-être la seule chance que j'aurai. Sois juste prudente, a dit Karina. Les hommes qui semblent trop beaux pour être vrais le sont généralement. Et les hommes qui t'attrapent les hanches en boîte de nuit pour revenir ensuite avec des propositions d'affaires le sont assurément. Après avoir raccroché, j'ai fait des recherches sur Renato en ligne. Les résultats étaient rares, mais intrigants. Quelques mentions dans des journaux économiques portugais sur des enchères réussies. Une photographie d'un gala de charité il y a 3 ans. Renato en smoking aux côtés d'une femme que je ne reconnaissais pas. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de site web personnel, rien qui ne révèle l'homme derrière le nom. Ce que j'ai trouvé, en revanche, ce sont des murmures sur des forums de collectionneurs. On mentionnait Figueiredo pour avoir obtenu des pièces que d'autres marchands ne pouvaient pas approcher. Un Caravage contesté apparu dans une collection de São Paulo après avoir disparu pendant des décennies. Un ensemble d'artefacts précolombiens ayant mystérieusement échappé aux lois de rapatriement. Rien de concret, rien de prouvable, mais suffisamment de fumée pour suggérer un feu. Vendredi est arrivé plus vite que prévu. J'ai changé de tenue 4 fois avant de m'arrêter sur une robe bordeaux que Karina m'avait aidé à choisir spécifiquement pour ce dîner. « Si tu dois danser avec le diable, avait-elle dit, fais-le en étant sublime. » Renato est arrivé à 19h pile, conduisant lui-même cette fois une Jaguar Vantage qui ronronnait comme un chat satisfait. Il m'a ouvert la porte, ses manières étant d'un classicisme qui me rappelait mon grand-père. Le restaurant qu'il avait choisi se trouvait dans le quartier des Jardins, intime et onéreux, le genre d'endroit où les prix ne sont pas affichés sur le menu, car si vous devez poser la question, c'est que vous n'avez pas les moyens. Le maître d'hôtel a salué Renato par son nom, nous conduisant à une table d'angle avec une discrétion exercée. « J'ai pris la liberté de commander le vin », a dit Renato une fois installé. « Un Bordeaux de 1995. Une bonne année. L'année de mon mariage, ai-je dit sans réfléchir. « Alors nous porterons un toast au fin et au nouveau départ », a répondu Renato avec fluidité. Walter avait en effet préparé une proposition complète, que Renato m'a présentée dans un porte-documents en cuir entre l'entrée et le plat principal. Les termes étaient exactement ceux qu'il avait esquissés. Le budget était substantiel, mais pas déraisonnable. Tout était présenté de manière professionnelle, juridiquement solide, prêt pour ma signature. « Vous allez vite », ai-je observé, parcourant le jargon juridique dense. « J'ai appris que les opportunités ont une date d'expiration », a dit Renato. L'hésitation coûte cher. Et quelle opportunité suis-je exactement? La question est sortie d'un ton plus séducteur que je ne l'avais prévu, le vin déliant ma langue. Renato a posé sa fourchette, toute son attention se concentrant sur moi d'une manière qui a accéléré mon pouls. Vous êtes quelqu'un qui avait oublié comment danser et qui s'en est souvenu. C'est rare. La plupart des gens qui oublient restent dans l'oubli.
C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé au club? Je me suis souvenu comment danser? Je pense que vous vous êtes souvenu comment n'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent, a dit Renato. C'est plus précieux que n'importe quelle antiquité dans la boutique de votre grand-mère. Nous avons discuté pendant le dessert et le café, la conversation passant avec aisance du professionnel au personnel. J'ai appris qu'il avait été marié une fois brièvement dans sa vingtaine, pas d'enfants, pas de drame, juste 2 personnes ambitieuses voulant des avenirs différents. Il avait bâti son entreprise à partir de rien, commençant comme apprenti chez un marchand italien qui lui avait appris à voir de la valeur là où les autres ne voyaient que de la camelote. Et les rumeurs? Ai-je fini par demander, le vin me donnant un courage que je n'aurais pas eu à jeun. Sur la façon dont vous acquérez certaines pièces? Renato n'a pas bronché. J'opère dans des zones grises, légales mais non conventionnelles. J'ai des contacts dans des endroits où les marchands officiels ne vont pas. Parfois, cela signifie naviguer dans une politique compliquée. Parfois, cela signifie payer plus que la valeur du marché pour convaincre quelqu'un de vendre. Mais tout ce que je touche est légitime au moment où cela entre sur le marché. Ce n'est pas tout à fait un démenti de malversation. Parce que je n'insulterai pas votre intelligence avec des démentis, a dit Renato. Oui, je tords les règles. Oui, j'ai des relations avec des gens que d'autres considèrent comme peu recommandables. Mais je n'ai jamais fait commerce d'objets volés, jamais trafiqué d'antiquités de sang, jamais bâti mon entreprise sur la souffrance de quiconque, si ce n'est la mienne. Cette honnêteté était désarmante. Eduardo avait menti sur tout, de son emploi du temps à ses sentiments. La franchise de Renato, son refus d'édulcorer sa réalité, agissait comme de l'oxygène après des années de suffocation. « J'ai besoin d'y réfléchir », ai-je dit en désignant le contrat. « C'est une décision importante. »« Bien sûr », a répondu Renato. « Prenez jusqu'à lundi. » Mais Camille, ne réfléchissez pas trop longtemps. La version de vous qui a dansé sur cette plateforme il y a 4 nuits, c'est déjà ce que vous voulez faire. Il m'a raccompagné chez moi, marchant jusqu'à l'entrée de mon immeuble comme si nous étions des adolescents à leur premier rendez-vous. Devant la porte, il a pris ma main, la portant à ses lèvres dans un geste si démodé qu'il aurait dû être ridicule, mais qui a au contraire envoyé une décharge de chaleur dans mon bras. « Quelle que soit votre décision concernant les affaires, » a-t-il dit doucement, « j'aimerais vous revoir, si vous le voulez bien. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir des limites professionnelles strictes. Au lieu de cela, je m'entendis murmurer « J'aimerais beaucoup, moi aussi. » Durant le week-end, j'ai relu le contrat de manière obsessionnelle, consultant même un ami avocat qui l'a déclaré étonnamment équitable. Lundi matin, j'ai envoyé un seul mot à Renato par message. « Oui. » Sa réponse a été immédiate. « Je passe vous prendre demain à 9h. Nous avons du pain sur la planche. » Et ainsi, ma vie a de nouveau basculé, penchant vers quelque chose d'incertain, d'exaltant et peut-être de dangereux. J'ai pensé à appeler Karina pour expliquer ma décision, mais je savais ce qu'elle dirait. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin et me suis tenue à la fenêtre de mon appartement, regardant l'horizon scintillant de São Paulo. Quelque part là-bas, Renato faisait probablement la même chose. Planifier, élaborer une stratégie, déplacer des pièces sur un échiquier que je commençais à peine à comprendre. Mais pour la première fois depuis mon divorce, j'avais l'impression de bouger moi aussi. Pas seulement de réagir à la vie, mais de la choisir activement. La femme qui était tombée sur un inconnu en dansant n'aurait jamais fait ce choix. Mais elle n'était plus cette femme-là. Elle devenait quelqu'un de nouveau, de plus courageux, quelqu'un prêt à risquer la chute pour la possibilité de voler. La transformation de la Casa das Memorias a commencé avec une efficacité impitoyable. Renato est arrivé ce premier mardi matin avec une équipe de 6 personnes, des experts, des photographes, un spécialiste des bases de données et 2 experts en restauration qui parlaient à toute vitesse en portugais de détérioration de vernis et de pourriture du bois, tout en parcourant la boutique d'un œil exercé. Je m'attendais à me sentir dépassée, mise à l'écart dans l'espace de ma propre grand-mère. Au lieu de cela, Renato m'a placée au centre de tout. Chaque pièce nécessitait mon approbation avant d'être répertoriée. Chaque décision de restauration passait d'abord par moi.
Chaque choix stratégique sur les articles à prioriser me revenait. « C'est votre vision », a-t-il dit quand je lui ai demandé pourquoi il s'en remettait toujours à moi. « Je ne suis que l'argent et les bras. Vous êtes le cœur. » Le travail était épuisant et exaltant à parts égales. Nous avons découvert des trésors devant lesquels je passais depuis des années. Un croquis signé Portinari caché derrière un miroir fêlé, un ensemble d'argenterie brésilienne de l'époque impériale enveloppé dans un journal de 1889, des azulejos portugais dont l'origine remontait à un palais de Lisbonne démoli. Chaque découverte ressemblait à un cadeau déballé de ma grand-mère, ses dernières leçons pour voir la beauté, là où les autres ne voyaient que de la poussière. Renato travaillait à mes côtés la plupart du temps, ses costumes onéreux remplacés par des tenues plus décontractées, qui restaient néanmoins élégantes. J'ai appris qu'il était méticuleux, jusqu'à l'obsession, qu'il possédait une connaissance encyclopédique des arts décoratifs européens et qu'il buvait son café noir et assez fort pour décaper de la peinture. J'ai aussi appris qu'il était généreux avec son équipe, les payant bien au-dessus des tarifs du marché et les traitant avec un respect qui semblait rare dans le monde des produits de luxe de São Paulo. Les experts en restauration, 2 jumeaux nommés Zefferino et Klaus, travaillaient pour lui depuis 15 ans. Il nous a trouvés quand nous étions apprentis avec rien du tout, m'a confié Klaus un après-midi. Il nous a donné des opportunités que personne d'autre ne voulait nous offrir. Nous traverserions le feu pour lui. Cette loyauté était touchante et légèrement troublante. Quel genre d'homme inspirait une telle dévotion? Et qu'est-ce que cela lui coûtait de la maintenir? 6 semaines après le début du projet, Renato m'a invité à dîner chez lui à Jardim Europa, l'un des quartiers les plus exclusifs de São Paulo. J'avais imaginé qu'il vivait dans un appartement moderne, tout de verre et d'acier, avec un design minimaliste. Au lieu de cela, sa demeure était un manoir colonial rénové, l'architecture préservée mais l'intérieur mis à jour avec une retenue saisissante. « Ma seule indulgence », a-t-il dit en me faisant visiter. « Tout ce que j'acquiers d'autre est pour les clients. Cet endroit est pour moi. » Les pièces étaient remplies d'objets qui auraient en fait pleurer les conservateurs de musées, un coffre baroque du Minas Gerais, des peintures de maîtres brésiliens que je n'avais vues que dans les livres, des meubles racontant l'histoire de 3 siècles d'artisanat. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la bibliothèque. 2 étages d'étagères montant jusqu'au plafond remplis de livres en plusieurs langues, avec une échelle roulante pour accéder aux hauteurs. « Vous avez lu tout ça ?» ai-je demandé, passant mes doigts sur les dos en cuir. « La plupart », a dit Renato. Mon grand-père pensait qu'un homme sans éducation était un homme dangereux. Il me faisait lire 3 livres par semaine en grandissant, puis nous en discutions lors du dîner du dimanche. C'était le premier détail personnel sur sa famille qu'il partageait. Où est-il à présent? Mort depuis 20 ans, a dit Renato, sa voix restant neutre. Il a bâti une entreprise d'importation à partir de rien. Il m'a tout appris sur la valeur et la négociation. Il m'a aussi appris que les règles sont faites pour les gens sans imagination. La dernière phrase est restée suspendue entre nous, chargée de sens. Est-ce pour cela que vous opérez dans des zones grises? Parce qu'il vous a appris à le faire? Il m'a appris que le légal et l'éthique ne sont pas toujours la même chose, a corrigé Renato. Que parfois, faire ce qui est juste nécessite de contourner les obstacles plutôt que de foncer dedans. Le dîner a été préparé par un chef qui est arrivé, a cuisiné et est reparti avec la même discrétion que le maître d'hôtel de notre premier repas. Nous avons mangé sur une terrasse, surplombant un jardin éclairé par des lumières stratégiques, le bruit de la ville réduit à un bourdonnement lointain. Le vin provenait de la cave personnelle de Renato, un millésime portugais qui avait le goût de la complexité et du temps. « Parlez-moi de votre mariage », a dit Renato alors que nous finissions le plat principal. Que s'est-il passé? La question était inattendue, trop intime pour notre dynamique encore récente. Mais le vin et l'air chaud de la nuit rendaient l'honnêteté possible. Nous étions trop jeunes quand nous nous sommes mariés, ai-je dit. 23 ans, convaincus d'avoir découvert quelque chose que tout le monde avait manqué. Puis nous avons eu une fille, et soudain nous étions parents, avant même d'avoir compris comment être partenaires. Vous ne parlez pas beaucoup de votre fille, a observé Renato. Sofia est à l'université à Londres. Elle étudie l'histoire de l'art, naturellement. Elle est brillante, indépendante, et probablement trop semblable à moi pour son propre bien.
Eduardo a eu la fille académique prévisible qu'il voulait. J'ai eu quelqu'un qui se dispute avec moi sur l'utilisation de l'ombre chez Caravage. Elle semble remarquable. Elle l'est, ai-je dit, ressentant le mélange familier de fierté et de nostalgie propre au nid vide. Quand je lui ai parlé du divorce, elle a dit qu'il était temps. Apparemment, elle l'attendait depuis des années. Les enfants voient plus de choses que nous ne le pensons, a dit Renato. Ils comprennent seule la mise en scène et la réalité mieux que les adultes. Vouliez-vous des enfants ? Ai-je demandé. Quelque chose a frémi dans son expression. Autrefois. Mon ex-femme n'en voulait pas. C'était l'une des nombreuses incompatibilités que nous avons découvertes trop tard. Le repas s'est terminé avec un café et un dessert que j'étais trop rassasiée pour finir. Renato m'a accompagnée à travers le jardin, me montrant des orchidées qu'il avait collectées dans divers pays, expliquant leurs origines avec la même passion qu'il mettait pour les meubles et l'art. Tout ce dont vous vous entourez a une histoire, ai-je observé. Les objets sont honnêtes, a dit Renato. Ils ne mentent pas sur leurs origines et ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Une chaise portugaise du XVIIe siècle est exactement cela, ni plus ni moins. Je trouve cela apaisant. Et les gens ? Ai-je demandé. Sommes-nous trop compliqués pour vous ? Renato s'est arrêté de marcher, se tournant vers moi dans la douce lumière du jardin. La plupart des gens, oui. Mais vous ? Vous êtes compliqué d'une manière qui m'intéresse. Il m'a embrassée alors, pas timidement, ni en demandant la permission, mais avec la même confiance qu'il mettait dans chaque décision. Ses mains encadraient mon visage, douce mais assurée, et je me suis abandonnée à lui avec une reddition qui m'aurait terrifiée si je m'étais arrêtée pour y réfléchir. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés, Renato a posé son front contre le mien. Je devrais vous raccompagner avant de faire quelque chose que nous pourrions regretter. Qui dit que je le regretterais ? L'audace dans ma voix m'a surprise. Camille, a dit doucement Renato, quand nous franchirons ce pas, et nous le ferons, je veux que vous soyez certaine, pas enivrée par le vin et emportée par le romantisme des jardins et du clair de lune. Je veux que vous soyez lucide et que vous me choisissiez malgré tout. La considération dans ces mots a fait plus pour me séduire que n'importe quelle réplique rodée n'aurait pu le faire. Il m'a ramené chez moi, m'a embrassé une fois de plus à ma porte, puis m'a laissé là, debout sur le pas de ma porte, me demandant dans quoi je m'étais fourrée. Le lendemain matin, j'ai trouvé un paquet devant ma porte, une édition rare d'un livre sur les céramiques portugaises que j'avais mentionné admirer des semaines plus tôt, enveloppé dans du papier craft avec une note de l'écriture précise de Renato. Pour votre éducation, bien que je soupçonne que vous pourriez apprendre 2 ou 3 choses à l'auteur. R. Le travail à la boutique s'est intensifié. Nous approchions de la marque des 3 mois, et Renato voulait organiser une préouverture pour des collectionneurs triés sur le volet, une façon de tester le marché avant notre lancement officiel. La boutique avait été transformée. Un nouvel éclairage qui faisait tout briller, des planchers restaurés qui étincelaient, une mise en scène stratégique qui transformait un chaos désordonné en une élégance soignée. Je reconnaissais à peine l'espace que ma grand-mère m'avait laissé. Ce qui n'était qu'un dépôt poussiéreux de souvenirs devenait quelque chose de vivant, de précieux, quelque chose qui m'appartenait d'une manière inédite. Votre grand-mère serait fière, a dit Renato un soir, alors que nous passions en revue la liste d'inventaire finale. Vous avez honoré son héritage tout en vous l'appropriant. La boutique n'était pas la seule chose en transformation. J'avais commencé à m'habiller différemment, investissant dans des vêtements qui me faisaient me sentir puissante plutôt qu'invisible. J'avais coupé mes cheveux, le style plus court encadrant mon visage d'une manière qui me faisait paraître plus jeune, plus vive, plus proche de la femme que je devenais. Karina l'avait remarqué, commentant que j'avais l'air dangereusement heureuse, d'une manière qui l'inquiétait. « Tu tombes amoureuse de lui », m'avait-elle dit lors d'un déjeuner la semaine précédente. « Et j'ai peur de ce qui se passera quand tu toucheras le sol. »« Peut-être que je ne tomberai pas, » avais-je répondu. « Peut-être que je m'envolerai. »« Camille, les femmes comme nous ne s'envolent pas, » avait-elle dit doucement. « Nous sommes trop vieilles pour croire aux contes de fées. » Mais debout dans la boutique transformée,
Regardant Renato négocier avec un client pour une écritoire du XIXe siècle, avec passion et précision, je me demandais si peut-être 42 ans n'était pas trop vieux pour de nouveaux départs. Si peut-être la version de moi-même découverte sur cette plateforme de boîte de nuit valait le risque d'y croire. La préouverture était prévue un vendredi soir, sur invitation uniquement, avec 30 collectionneurs et marchands soigneusement sélectionnés. Renato avait engagé des traiteurs, organisé un service de vin et même fait venir un quatuor à cordes pour l'ambiance. J'avais protesté contre la dépense, mais il avait balayé mes inquiétudes. « Les premières impressions sont tout », avait-il dit. « Nous ne vendons pas seulement des meubles. Nous vendons une histoire, une expérience, une vision de ce qu'est une collection sophistiquée. » 2 jours avant l'événement, le téléphone de Renato a sonné pendant notre session d'inventaire de l'après-midi. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, son expression changeant pour quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui, de l'inquiétude frôlant la peur. « Je dois prendre ça », a-t-il dit en sortant. À travers la vitrine, je l'ai regardé faire les 100 pas, sa main libre s'agitant brusquement, tandis qu'il parlait rapidement en portugais. Quand il est revenu 10 minutes plus tard, la confiance aisée à laquelle je m'étais habituée avait fait place à un calcul tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Rien qui ne concerne la boutique » a-t-il répondu, mais sa voix manquait de sa certitude habituelle. « Une complication commerciale. Je m'en occupe. » Mais au cours des 2 jours suivants, j'ai remarqué des changements. Renato prenait plus d'appels, s'isolant toujours pour sa vie privée. Des hommes que je ne reconnaissais pas passaient brièvement à la boutique, conférant avec lui à voix basse avant de repartir. L'équipe de restauration échangeait des regards inquiets quand elle pensait que je ne regardais pas. La veille de la préouverture, je l'ai confronté. « Qu'est-ce qui arrive ? Et ne me dites pas que ce n'est rien. » Tout le monde agit comme si nous nous préparions à un siège plutôt qu'à une fête. Renato est resté silencieux un long moment, pesant sa réponse. « Il y a une enquête, » a-t-il fini par dire. « Des agents des douanes fédérales. Ils examinent certains de mes documents d'importation des 2 dernières années. » Le froid a envahi mes veines. « Avez-vous des ennuis judiciaires ? » « Possiblement, » a admis Renato. « Il y a une cargaison du Portugal arrivée l'année dernière. La documentation de provenance était incomplète, rien de volé, rien d'illégal, mais assez de questions pour déclencher un audit. « Oh mon Dieu !» ai-je dit, me laissant tomber sur une chaise. « La boutique, si vous êtes accusé de quelque chose, s'il y a un scandale... » « La boutique est propre, » a interrompu fermement Renato. « Tout ce que nous avons fait ici est totalement légitime. Votre inventaire, notre partenariat, rien de tout cela ne touche aux parties discutables de mes affaires. Je m'en suis assuré dès le début. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi avoir tout gardé séparé ?» Renato s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. « Parce que cela compte. Vous comptez. » Je n'allais pas contaminer quelque chose de bien avec mes complications. Cet aveu était ce qui se rapprochait le plus d'une déclaration d'amour de sa part. « Que se passe-t-il si vous êtes inculpé ?»« Alors je fais face, » a dit Renato simplement. « Je me prépare à cette éventualité depuis des années. J'ai d'excellents avocats, des plans de contingence. Mais Camille, s'il en vient là, vous devrez vous distancier de moi publiquement, complètement, pour votre propre protection. Je ne vous abandonne pas parce que les choses deviennent difficiles, ai-je dit, la colère s'allumant. Ce n'est pas ce que je suis. Je sais, a dit doucement Renato. Mais je vous demande de le faire quand même, si c'est nécessaire. La préouverture s'est déroulée comme prévu, les ennuis judiciaires croissants de Renato étant invisibles sous sa présentation soignée. Les collectionneurs parcoururent la boutique transformée, avec des murmures d'appréciation, les chéquiers sortant à mesure qu'ils découvraient des pièces irrésistibles. À la fin de la soirée, nous avions vendu 6 articles majeurs, suscité de l'intérêt pour une 12aine d'autres, et établi la Casa das Memorias comme un acteur sérieux sur le marché des antiquités de São Paulo. Renato et moi avons fêté cela au champagne, après le départ du dernier invité, la même marque que nous avions bu le soir de notre rencontre. Au partenariat improbable, a-t-il trinqué.
À la danse qui mène aux ennuis, ai-je répondu. Et nous avons tous les deux ri, le son résonnant dans la boutique vide qui était devenue bien plus que l'héritage de ma grand-mère. Mais en le regardant, voyant la tension qu'il essayait de cacher sous la célébration, j'ai compris que notre histoire allait devenir plus compliquée que ce que nous avions prévu. La question était de savoir si nous y survivrions, ou si son monde de zone grise allait tout dévorer. 3 semaines après la préouverture, des agents fédéraux se sont présentés à la Casa das Memorias juste au moment où j'ouvrais les portes pour la journée. 2 hommes en costume quelconque, un signe déjà sorti, demandant si Renato Figueiredo était sur les lieux. « Il n'est pas là », ai-je dit, le cœur battant à tout rompre malgré mon innocence. « C'est ma boutique, je suis la propriétaire. »« Montero », a dit l'agent le plus âgé en consultant une tablette. « Nous sommes au courant de votre partenariat avec M. Figueiredo. Nous ne sommes pas ici pour fouiller les lieux ou remettre en question votre inventaire. Nous devons simplement lui parler au sujet de documents d'importation provenant de ses autres activités commerciales. » Je leur ai donné le numéro personnel de Renato, les regardant passer l'appel depuis mon pas de porte. Ce qui a été dit a duré moins de 2 minutes. Ils sont repartis avec des hochements de tête polis, me laissant tremblante à l'entrée de la boutique. Alors que les banlieusards matinaux se hâtèrent sur le trottoir, j'ai immédiatement appelé Renato. « Des agents fédéraux étaient ici à l'instant, ils vous cherchaient. »« Je sais », a-t-il dit, la voix tendue. « Ils m'ont appelé après avoir quitté votre boutique. Camille, nous devons nous voir. Pas à la boutique, pas chez moi. Un endroit neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille de Villa Maddalena, loin de nos repères habituels. » Renato avait l'air de ne pas avoir dormi, son apparence habituellement impeccable étant légèrement débraillée, une barbe de 3 jours assombrissant sa mâchoire. « Ils montent un dossier », a-t-il dit sans préambule. L'enquête des douanes s'est élargie. Ils examinent plusieurs cargaisons, remettent en question les documents d'authentification, scrutent tout ce que j'ai fait entrer dans le pays au cours des 5 dernières années. « Mais vous aviez dit que tout était légitime, » ai-je dit, la peur et la colère s'entremêlant dans ma voix. « Ça l'est, » a insisté Renato. « Juridiquement. Mais il y a des zones grises dans le commerce international des antiquités, des technicités sur la documentation, le calendrier, des questions sur le fait de savoir si les pièces ont été correctement vérifiées avant l'exportation. Rien de criminel, mais assez de questions pour intéresser les procureurs s'ils veulent en faire un exemple. » Un exemple de quoi ? Blanchiment d'argent de haut vol, a dit Renato crûment. Il pense que j'utilise les antiquités pour déplacer de l'argent pour d'autres intérêts. Ce n'est pas le cas. Mais prouver un fait négatif est presque impossible. Je me suis adossée, l'atmosphère joyeuse du café devenant soudain oppressante. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Pour la boutique ? La boutique est protégée, a dit Renato. Tout ce qui s'y trouve est propre. Toute la documentation est parfaite. Je m'en suis assurée spécifiquement, parce que je savais que ce jour pourrait arriver. Il a tendu la main à travers la table, saisissant la mienne. Mais Camille, vous devez vous préparer à ce que cela devienne pénible. Il y aura une attention médiatique, des questions sur notre relation, des spéculations sur le fait de savoir si vous êtes complice de quoi que ce soit. Je ne le suis pas, ai-je affirmé fermement, et je ne les laisserai pas me faire fuir comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est ce que je crains, a dit doucement Renato. Votre loyauté va vous coûter cher si vous n'y prenez pas garde. Au cours du mois suivant, la prédiction de Renato s'est avérée juste. Un journaliste économique de l'Estado a eu vent de l'enquête et a publié un article spéculatif sur le monde souterrain des antiquités de São Paulo, mentionnant Renato par son nom. En quelques jours, d'autres médias ont repris l'histoire, chacun ajoutant des détails plus sensationnels. La Casa das Memorias s'est retrouvée prise entre 2 feux. 2 ventes aux enchères prévues ont été reportées par des clients nerveux. Un portrait dans un magazine de design a été annulé au dernier moment. Les appels téléphoniques d'acheteurs potentiels sont devenus moins fréquents, puis ont cessé totalement. J'ai regardé notre élan s'évaporer comme de l'eau sur un pavé brûlant. Des années de travail de ma grand-mère
et des mois de notre partenariat se dissolvant à cause de l'association et des sous-entendus. L'impact financier a été dévastateur. Nous avions investi massivement dans la restauration et le marketing, comptant sur les ventes pour amortir les coûts. Sans revenus, nous brûlions nos réserves à une vitesse alarmante. « Je couvrirai le manque à gagner », a proposé Renato quand je lui ai montré les chiffres désastreux du mois. « Absolument pas », ai-je répondu. Cela ne ferait que donner l'impression que je bénéficie de ce dont il vous accuse. Nous fonctionnons avec ce que la boutique génère, ou nous ne fonctionnons pas du tout. L'équipe juridique de Renato se composait de 3 avocats dirigés par Walter Diaz, l'homme que j'avais brièvement rencontré au club des mois auparavant. Ils préparèrent la défense de Renato, avec la même attention méticuleuse aux détails que celle que Renato apportait à tout. Mais même Walter admettait que l'image de marque était un défi. Les procureurs fédéraux veulent des victoires médiatiques, a-t-il expliqué lors d'une réunion chez Renato. Même s'ils ne peuvent pas prouver le blanchiment d'argent, ils peuvent vous faire vivre un enfer avec des violations de documentation, des technicités d'importation, des enquêtes fiscales. Ils vont presser jusqu'à ce que quelque chose cède. Alors nous ne céderons pas, a dit simplement Renato. Mais la pression montait. Les autres intérêts commerciaux de Renato, l'importation, son réseau de marchands internationaux, tout était passé au crible. Des actifs ont été gelés dans l'attente de l'enquête. Des comptes bancaires ont été audités. Chaque transaction de la dernière décennie était examinée à la recherche d'irrégularités. À travers tout cela, Renato restait d'un calme étrange, comme s'il s'était préparé à ce siège toute sa carrière. Il assistait à des réunions avec des avocats, coopérait avec les enquêteurs, produisait la documentation à la demande, tout en maintenant son travail sur l'inventaire de la boutique et notre relation. « Comment pouvez-vous être si calme ?» ai-je demandé un soir, alors que nous passions en revue des certificats d'authentification pour une collection d'argenterie coloniale brésilienne que nous envisagions pour une vente. « Parce que la panique coûte cher, » a dit Renato. « J'ai appris il y a longtemps que dès que l'on montre de la peur, on a déjà perdu. Alors je ne la montre pas, même à moi. » Il a levé les yeux des certificats, ses yeux sombres plongeant dans les miens. « Surtout à vous. Vous voyez bien assez de mes complications sans avoir à me voir m'effondrer. Je ne vous estimerai pas moins d'être humain, ai-je dit doucement. Je sais, a répondu Renato, mais je m'estimerai moins. L'enquête a atteint un tournant en décembre, 6 mois après la première visite des agents fédéraux. Les procureurs ont formellement inculpé Renato de 3 chefs d'accusation de fraude documentaire à l'importation et d'un chef d'évasion fiscale. Les accusations étaient sérieuses, mais bien loin des allégations de blanchiment d'argent qui avaient dominé les spéculations médiatiques. Walter a parlé de victoire. Ils n'ont rien de concret, alors ils se rabattent sur des violations techniques. La peine maximale est de 3 ans en cas de condamnation, probablement moins avec une bonne conduite. Et nous avons des défenses solides pour toutes les accusations. Mais 3 ans, c'était 3 ans. 3 ans de la vie de Renato potentiellement perdu en prison. 3 ans de notre partenariat suspendu. 3 ans d'incertitude. Je ne laisserai pas cela détruire la boutique, a dit Renato alors que nous étions assis dans sa bibliothèque le soir où les charges ont été annoncées. Walter met en place une structure de fiducie qui protège vos intérêts, peu importe ce qui m'arrive. La boutique continue, vous en gardez le contrôle total, et si je suis condamné, ma part des bénéfices ira sur un compte auquel vous n'aurez pas accès, mais qui assurera le capital pour les opérations. Arrêtez de parler comme si vous étiez déjà parti, ai-je dit, la voix brisée. Je suis réaliste, a dit Renato. Le procès commence en mars, verdict probablement en juin. Si je suis condamné, je ferai appel, mais cela pourrait prendre une autre année. Je dois savoir que vous irez bien sans moi. Je ne veux pas aller bien sans vous, ai-je dit, les larmes finissant par couler. Je vous veux ici, combattant avec moi, pas planifiant votre absence comme si elle était inévitable. Renato m'a attiré contre son torse, sa main caressant mes cheveux avec une tendresse inhabituelle. J'ai fait la paix avec ce qui peut arriver, a-t-il dit calmement. Je connaissais les risques de ma façon d'opérer. Je n'ai pas peur des conséquences, mais j'ai peur de vous détruire par la même occasion. Alors ne le faites pas,
ai-je dit, me reculant pour le regarder. Ne me repoussez pas, et n'essayez pas de me protéger en partant. Laissez-moi choisir de rester. Laissez-moi vous choisir. Même si me choisir signifie endurer le scandale, l'incertitude financière et un possible exil social. Même alors, ai-je affirmé fermement, je n'ai pas dansé jusqu'à entrer dans votre vie pour m'enfuir à la première difficulté. Renato m'a embrassé alors, profondément et désespérément, et j'ai répondu avec la même intensité. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une urgence née de l'incertitude, chaque contact pesant de la possibilité d'être temporaire, chaque moment de connexion précieux parce que nous ne savions pas combien il en restait. Après, allongé dans son lit, entouré des antiquités et de l'art qu'il avait passé sa vie à collectionner, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'étais tombée complètement, irrévocablement amoureuse d'un homme dont l'avenir était tout sauf certain. Et au lieu de me terrifier, cette réalisation agissait comme une libération. Quoi qu'il arrive au procès, ai-je dit dans l'obscurité, nous y ferons face ensemble. Plus de protection pour moi, plus besoin d'essayer de tout porter seul. Le partenariat, c'est aussi les moments difficiles. Vous êtes remarquablement têtu, a murmuré Renato, son bras se resserrant autour de moi. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Les mois précédant le procès ont été un étrange flottement. La boutique existait au ralenti. Nous maintenions l'inventaire, gardions des horaires réguliers, voyions quelques clients occasionnels, mais les transactions majeures restaient évasives. J'ai complété mes revenus en donnant des cours d'histoire de l'art en ligne, utilisant mon année sabbatique pour reprendre le travail à temps partiel. Renato passait la plupart de ses journées avec son équipe juridique, préparant son témoignage, révisant la documentation, construisant des défenses contre des accusations qui semblaient hautes conçues plus pour punir que pour chercher la justice. Le stress se manifestait de façon subtile. Une tension dans ses épaules, des cernes sous ses yeux, des moments de distraction quand je le surprenais à fixer le vide. Mais nous trouvions aussi de la joie dans les petites choses, des dimanches matins dans son jardin, du café et des journaux, et le silence confortable de la camaraderie. Des soirées à la boutique, organisant l'inventaire et nous racontant des histoires sur les pièces répertoriées. Des après-midi volés dans mon appartement, faisant l'amour avec le désespoir de ceux qui savent que leur temps ensemble a une date d'expiration. Le procès a commencé la première semaine de mars, coïncidant avec la chaleur de la fin de l'été à São Paulo. J'y assistais chaque jour, assise dans la tribune du public, regardant Renato faire face au procureur avec la même confiance posée qu'il apportait aux négociations difficiles. Les preuves étaient techniques, denses de réglementation douanière et de droit de l'importation. La défense de Walter était méthodique, démontrant que chaque violation perçue était soit une erreur administrative, soit une mauvaise interprétation d'une loi commerciale internationale complexe. Les procureurs ont dépeint Renato comme un criminel sophistiqué, cachant des activités illégales derrière une entreprise légitime. La défense l'a présenté comme un entrepreneur prospère piégé par des technicités bureaucratiques. Après 6 semaines de témoignages, le jury a délibéré pendant 3 jours. J'ai passé ces jours incapable de manger, incapable de dormir, existant dans un état de terreur suspendu. Karina est restée avec moi. Ses avertissements précédents sur Renato oubliés, face à mon angoisse évidente. « Quoi qu'il arrive, m'a-t-elle dit la veille du verdict, tu survivras. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Le verdict est tombé un mardi après-midi. Coupable de 2 chefs d'accusation de fraude documentaire à l'importation, non coupable de l'évasion fiscale et de l'autre chef de documentation. La condamnation entraînait une peine obligatoire. Le juge a condamné Renato à 3 ans, éligible à une libération conditionnelle après 18 mois pour bonne conduite. J'ai regardé Renato recevoir la sentence sans réaction visible, son expression restant soigneusement neutre, alors que le juge détaillait les conditions. Ce n'est que lorsqu'ils l'ont emmené, menottes aux poignets, ses yeux trouvant les miens à travers la salle d'audience, que j'ai vu le masque se fissurer légèrement, révélant l'homme sous l'armure. Walter m'a trouvé dans le couloir du palais de justice, où je m'étais effondré sur un banc, incapable de m'arrêter de trembler. « Nous faisons appel immédiatement », a-t-il dit. La condamnation était limite, la peine sévère pour une première infraction. Nous avons de bons motifs. Combien de temps prendra l'appel ?
ai-je demandé d'une voix nouée. Minimum 1 an, a admis Walter. Réalistement, 18 mois à 2 ans avant d'obtenir une audience. En attendant, Renato purge sa peine. 3 ans, 18 mois minimum. Ces chiffres semblaient impossibles, un gouffre trop large à franchir. Mais même à travers le choc et le chagrin, je ressentais autre chose. De la détermination. Renato avait passé des mois à me préparer à diriger la boutique sans lui. À présent, j'allais lui montrer que cette préparation n'avait pas été vaine. La couverture médiatique de la condamnation a été brutale. Les gros titres hurlaient sur la fraude aux antiquités et le crime dans la haute société, insinuant une culpabilité bien au-delà de ce que le jury avait réellement déterminé. Le téléphone de la boutique sonnait constamment, des journalistes cherchant des commentaires. Des clients qui étaient restés neutres devinrent activement hostiles, leur contrat de dépôt-vente retiré, leur intérêt évaporé. En 2 semaines après le verdict, la Casa das Memorias avait perdu 60% de son activité prévue. J'ai fixé le calendrier de rendez-vous vide et j'ai pris une décision. Si les clients conventionnels ne voulaient plus travailler avec nous, nous en trouverions des non conventionnels. Si l'élite de São Paulo voulait fuir une boutique associée à un scandale, nous nous bâtirions une clientèle différente. J'ai contacté des collectionneurs plus jeunes, des gens qui bâtissaient leur première collection sérieuse et qui se souciaient plus de la qualité et du prix que de l'acceptabilité sociale. Je me suis associée avec des architectes d'intérieur dans des quartiers émergents, proposant des conditions de dépôt-vente que les boutiques établies n'envisageraient pas. J'ai mis à profit ma formation en histoire de l'art pour écrire des articles d'authentification pour des revues spécialisées, bâtissant une crédibilité indépendante de la réputation entachée de Renato. C'était un travail épuisant, humiliant par moments. Mais lentement, progressivement, la boutique s'est stabilisée. Les ventes restaient modestes, mais régulières. L'hémorragie de revenus s'est arrêtée, puis s'est inversée. Au moment où Renato eut purgé 6 mois, la Casa das Memorias était de nouveau rentable. Pas de manière spectaculaire, mais durablement. Je rendais visite à Renato chaque semaine dans l'établissement à sécurité minimale, à 1 heure de São Paulo, où il avait été affecté. La première visite avait été terrible, le voir en tenue de prisonnier, le cadre institutionnel le dépouillant de toute la sophistication qui faisait partie intégrante de ce qu'il était. « La boutique va bien », lui ai-je dit cette première fois, déterminée à être forte. Nous avons vendu le cabinet baroque à un collectionneur de Brasilia, et j'ai négocié un contrat de dépôt avec 3 nouveaux designers. Renato avait écouté avec un soulagement évident. « Vous sauvez ce que je n'ai pas pu sauver », a-t-il dit doucement. « Merci. »« Je ne le sauve pas pour vous, » ai-je répondu. « Je le sauve pour nous, pour que quand vous sortirez, nous ayons quelque chose où revenir. » Au fil des mois, nos visites hebdomadaires devinrent le rythme autour duquel je structurais ma vie. Renato s'adaptait à l'incarcération avec la même réflexion stratégique qu'il appliquait aux affaires. Il avait organisé un cours d'appréciation de l'art pour les autres détenus, transformant son expertise en un moyen de donner du sens à ce temps. Il lisait énormément, travaillait à la bibliothèque de la prison, se maintenait en forme physiquement. « Je ne gaspille pas ces années à me lamenter », m'a-t-il dit lors d'une visite. « Je me prépare pour ce qui vient après. » « Qu'est-ce qui vient après ?» ai-je demandé. « Ce que nous bâtirons ensemble, » a dit Renato, sa main trouvant la mienne à travers la table. « Si vous voulez toujours de moi. »« Toujours, » ai-je répondu, le pensant de toutes mes fibres. À 45 ans, j'ai découvert que j'étais meilleure en affaires que je ne l'avais jamais imaginé. La boutique qui avait failli s'effondrer suite à la condamnation de Renato était devenue résiliente et innovante. Je m'étais étendue aux enchères en ligne, m'associant avec des plateformes européennes pour atteindre des collectionneurs internationaux. L'espace physique de Pinheiros est devenu une salle d'exposition pour les pièces authentifiées, tandis que le véritable commerce se faisait numériquement, connectant acheteurs et vendeurs sur tous les continents. L'appel de Renato avançait dans le système judiciaire avec une lenteur glaciaire. Walter me tenait informé des progrès, déposant des mémoires et des requêtes qui semblaient conçues plus pour démontrer une activité que pour obtenir un résultat. Le système ne favorise pas les appels,
a-t-il admis lors d'un point. Nous constituons un dossier pour une révision fédérale, mais cela pourrait prendre des années. En attendant, Renato purge sa peine. Pendant ce temps, mes visites à Renato continuaient chaque mercredi après-midi sans faute. J'ai regardé les saisons changer à travers les fenêtres de la salle des visites de la prison. La chaleur de l'été, laissant place à la fraîcheur de l'automne. Les pluies d'hiver lavant les vitres, le printemps fleurissant au-delà des barbelés. À l'intérieur, Renato restait constant, son moral restant remarquablement intact malgré l'ennui pesant de l'incarcération. « Parlez-moi de la boutique », disait-il à chaque visite. Et je passais notre heure ensemble à raconter les ventes, les défis, les petites victoires. Il offrait des conseils, une pensée stratégique qui m'aidait à naviguer dans les complications. Notre partenariat n'avait pas pris fin avec sa condamnation. Il s'était simplement adapté à de nouvelles circonstances. Lors d'une visite à son 18e mois d'emprisonnement, Renato paraissait différent. Il y avait en lui une énergie que je n'avais pas vue depuis avant le procès. « J'ai des nouvelles », a-t-il dit. La commission des libérations conditionnelles a approuvé ma demande. Je serai libéré dans 6 semaines. Je savais que cette possibilité existait, mais l'entendre devenir réalité m'a laissé momentanément sans voix. 18 mois. Nous avions survécu à 18 mois de séparation, de visites hebdomadaires, à la construction d'une entreprise et d'une relation sous des contraintes impossibles. Et maintenant, il rentrait à la maison. 6 semaines, ai-je répété, les mots ayant le goût de l'espoir. « Si vous voulez toujours que je rentre, » a dit Renato prudemment. « Je sais que cela a été difficile. Si vous avez changé d'avis à notre sujet, je comprendrai. » J'ai traversé la table pour saisir fermement la main de Renato, ignorant le regard sévère du gardien face à ce contact excessif. « Je vous attendrai quand vous sortirez de là, et ensuite, nous allons reconstruire tout ce qu'ils ont essayé de détruire. » Les 6 semaines ont passé dans un tourbillon de préparatifs. J'ai rénové le petit appartement au-dessus de la boutique, créant un espace pour que Renato puisse faire la transition vers une vie normale. J'ai organisé sa garde-robe à partir du garde-meuble, j'ai fait réviser professionnellement sa machine à expresso préférée, j'ai rempli la cuisine avec les courses que je savais qu'il préférait. Karina observait mes préparatifs avec une douce inquiétude. « Tu sais que ce sera différent quand il sortira », m'a-t-elle dit un après-midi, alors que nous installions les meubles à l'étage. La prison change les gens. Vous avez tous les deux changé. Ne t'attends pas à ce que ce soit exactement comme avant. Je ne m'y attends pas, ai-je répondu. Nous sommes des personnes différentes de ce que nous étions quand tout cela a commencé, mais différent ne veut pas dire pire. Le matin de la libération de Renato, je suis arrivée à la prison 1 heure avant l'aube. Le parking de l'établissement était vide, à l'exception de quelques autres véhicules, des familles attendant leur propre libération, des avocats préparant les documents. Je suis restée assise dans ma voiture, les mains tremblantes d'anticipation et de nervosité, regardant le ciel s'éclaircir à l'est. À 8 heures précises, les portes principales de la prison se sont ouvertes, et Renato est sorti, portant un petit sac de sport contenant les objets qu'il avait été autorisé à garder. Il était plus mince qu'à son entrée, ses cheveux plus longs et presque totalement argentés désormais à 51 ans. Mais quand ses yeux ont trouvé les miens à travers le parking, son sourire était le même que celui dont j'étais tombée amoureuse dans une boîte de nuit 2 ans auparavant. J'ai couru vers lui, oubliant toute dignité, me jetant dans ses bras avec assez de force pour le faire chanceler. Il m'a attrapée, m'a serré fort, son visage enfoui dans mes cheveux, tandis que nous tremblions tous les deux d'une émotion trop grande pour les mots. « Vous êtes venu », a-t-il chuchoté. « Pensiez-vous que je ne le ferais pas ?» Je me suis reculée pour le regarder, voyant les lignes que les 18 derniers mois avaient de creuser autour de ses yeux, la vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée avant son incarcération. « J'ai pensé que vous auriez pu retrouver vos esprits, » a dit Renato. « Réalisez que vous pouviez trouver mieux qu'un criminel condamné. Taisez-vous, ai-je dit, et je l'ai embrassé là, sur le parking de la prison, versant des mois de solitude et d'attente dans ce baiser. Nous sommes retournés à São Paulo dans un silence confortable, la main de Renato posée sur mon genou, son attention fixée sur le paysage qui défilait par la fenêtre. Le monde semble différent de ce côté de la clôture, a-t-il dit doucement.
plus grand, plus vif. Je l'ai emmené d'abord à la boutique, voulant qu'il voie ce que nous avions construit pendant son absence. Il a parcouru l'espace rénové avec émerveillement, touchant des meubles qu'il avait aidé à authentifier, examinant les nouveaux systèmes d'organisation que j'avais mis en place, lisant les critiques encadrées de clients satisfaits que j'avais accrochées au mur. « Vous ne l'avez pas seulement gardé en vie », a-t-il fini par dire. « Vous l'avez rendu meilleur. Nous l'avons rendu meilleur », ai-je corrigé. Vos conseils lors des visites, vos contacts qui nous ont fait confiance, votre vision qui a tout guidé, vous n'avez jamais vraiment été absent. En haut, dans l'appartement que j'avais préparé, Renato s'est arrêté sur le seuil. J'avais recréé des éléments de sa maison, la même machine à café, des œuvres d'art similaires sur les murs, et même la même marque de serviettes dans la salle de bain. Des petites touches pour que l'espace paraisse familier plutôt qu'institutionnel. « Vous avez fait tout cela pour moi », a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. « Pour nous », ai-je corrigé, « c'est notre espace à présent, un nouveau départ. » Nous avons fait l'amour cet après-midi-là avec une intensité qui nous a surpris tous les deux. 18 mois de séparation distillés dans une connexion qui semblait à la fois familière et entièrement nouvelle. Plus tard, allongé dans les draps alors que la lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres, Renato traçait des motifs sur mon épaule nue. « Je dois vous dire quelque chose », a-t-il dit. « Walter a rempli les papiers pour vous transférer officiellement mes parts de la boutique. Propriété totale. Sans condition. Vous l'avez mérité. » Je me suis redressée, tirant le drap autour de moi. « Je ne veux pas de cela. Nous sommes partenaires. Vous méritez une sécurité indépendante de moi, » a insisté Renato. « Si l'appel échoue, si je finis par retourner en prison, la boutique doit être protégée. Cela signifie qu'elle ne peut pas être liée à moi juridiquement. »« Et qu'en est-il personnellement ?» ai-je demandé. « Allez-vous me protéger de vous-même là aussi ? Me garder à distance pour m'épargner des complications ?»« Plus jamais, » a dit fermement Renato en me ramenant contre lui. « J'ai appris quelque chose là-dedans. La vie est trop courte et trop incertaine pour la gâcher avec des gestes nobles. Si vous êtes prête à être liée à un criminel condamné, je ne vais pas argumenter. »« Tant mieux, » ai-je dit, « car j'ai des projets pour nous, et ils nécessitent tous que vous soyez pleinement investis. » Ces projets consistaient à transformer la Casa das Memorias en une galerie offrant un service complet, représentant des artistes brésiliens émergents aux côtés des antiquités. J'avais développé des relations avec des peintres et des sculpteurs pendant l'incarcération de Renato, reconnaissant que l'art contemporain offrait des marges que les antiquités ne pouvaient égaler. Renato a immédiatement adhéré à cette vision, son esprit d'entreprise percevant des opportunités que j'avais pressenties, mais ne pouvais formuler pleinement. Ensemble, nous avons affiné la stratégie, identifiant les lacunes du marché de l'art de São Paulo que nous pourrions combler. 3 mois après sa libération, nous avons organisé notre première exposition d'art contemporain, mettant en avant 6 artistes émergents. Le vernissage était bondé, des collectionneurs intrigués par l'alliance entre l'expertise en antiquité établie et un talent artistique frais, la presse intéressée par le retour de Renato à la vie publique, et des amis et sympathisants qui nous étaient restés fidèles à travers le scandale. « Regardez ce que nous avons construit », ai-je chuchoté à Renato, alors que nous circulions dans la galerie bondée. « C'est à nous. Personne ne peut nous l'enlever. »« Ils peuvent essayer », a répondu Renato, son bras autour de ma taille. Mais nous avons prouvé que nous étions plus difficiles à détruire qu'on ne le pensait. L'exposition a fait salle comble dès la soirée de clôture. Nous avions trouvé notre créneau. Les collectionneurs établis voulaient la validation de notre expertise en antiquité, appliquée à des achats contemporains, tandis que les acheteurs plus jeunes voulaient accéder à une sélection organisée en laquelle ils pouvaient avoir confiance. Le modèle commercial fonctionnait à merveille, les flux de revenus complémentaires se soutenant l'un l'autre. Mais le succès a apporté un regain de surveillance. Un journaliste rédigeant un profil sur la scène artistique de São Paulo a mentionné la condamnation de Renato, spéculant sur la question de savoir si quelqu'un avec un casier judiciaire devrait être digne de confiance pour des transactions de grande valeur. L'article était court, relégué au fond d'un supplément hebdomadaire, mais il a déclenché une nouvelle vague de questions sur notre crédibilité.
Nous pourrions poursuivre pour diffamation, a suggéré Walter, quand je lui ai montré l'article. Non, a dit fermement Renato. Combattre cela ne ferait que lui donner de l'importance. Laissons passer. Notre travail parle de lui-même. Il avait raison. La controverse s'est éteinte en une semaine, remplacée par la couverture de notre prochaine exposition. Mais l'incident nous a rappelé, à tous deux, que la condamnation de Renato jetterait toujours une ombre, que nous devrions constamment faire nos preuves malgré notre succès. Le processus d'appel a finalement abouti au 26e mois de liberté de Renato. La Cour d'appel fédérale a maintenu la condamnation, mais a réduit la peine au temps déjà servi en se basant sur la bonne conduite et la nature technique des accusations. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une réhabilitation. Pas une exonération, mais une reconnaissance que la punition avait dépassé le crime. « C'est fini », a dit Walter lorsqu'il a apporté la nouvelle. La condamnation demeure, mais il n'y a plus de sanction. Vous êtes libre de reconstruire sans cet appel qui plane sur vous. Ce soir-là, Renato et moi avons fêté cela tranquillement dans l'appartement au-dessus de la boutique. Nous avions survécu à tout, le scandale, la condamnation, l'emprisonnement, la reconstruction, l'examen minutieux. Nous en étions sortis non pas indemnes, mais plus forts, notre partenariat testé et éprouvé. « J'ai quelque chose pour vous », a dit Renato, alors que nous finissions de dîner. Il a sorti une petite boîte en velours que je reconnaissais de sa maison, l'un des boîtiers à bijoux anciens qu'il collectionnait depuis des années. À l'intérieur se trouvait une bague, pas moderne, mais une pièce portugaise du XIXe siècle, avec un petit diamant serti dans un filigrane d'or complexe. « Elle appartenait à ma grand-mère », a dit Renato. « Elle l'a donnée à mon grand-père lorsqu'il lui a demandé de l'épouser, malgré les objections de sa famille. Je l'ai portée avec moi depuis le jour de ma libération, attendant le bon moment. J'ai eu le souffle coupé. Est-ce... Épousez-moi, Camille, a dit Renato, non pas en s'agenouillant, mais en se tenant devant moi avec une vulnérabilité totale. Pas à cause des affaires ou de la commodité, mais parce que je ne peux imaginer affronter le reste de ma vie sans vous. Vous êtes resté à mes côtés quand je vous donnais toutes les raisons de fuir. Laissez-moi passer toutes les années qu'il me reste à vous montrer que cette foi n'était pas mal placée. Oui, ai-je dit à travers des larmes qui étaient autant de joie que de soulagement. Oui, bien sûr. Oui, la bague a glissé sur mon doigt parfaitement, comme si elle y avait toujours eu sa place. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec la tendresse de personnes ayant survécu au pire et s'étant choisies malgré tout, nos corps écrivant des promesses que nos voix ne pouvaient formuler totalement. À 47 ans, fiancée à un homme qui était allé en prison et en était revenu, dirigeant une entreprise bâtie sur le scandale et la détermination, je n'avais jamais été aussi heureuse. La vie que j'avais imaginée à 42 ans, calme, prévisible, divorcée en toute sécurité, avait été remplacée par quelque chose d'infiniment plus complexe et gratifiant. Qu'est-ce que nous faisons en premier ? Ai-je demandé à Renato alors que nous étions allongés dans l'obscurité. Le mariage ou l'expansion à Paris ? Nous avions discuté de l'ouverture d'un second emplacement à Paris, tirant parti des contacts européens de Renato pour établir une présence sur l'un des marchés de l'art les plus importants au monde. C'était ambitieux, peut-être téméraire, exactement le genre de défi dont nous avions tous deux envie. Les deux, a décidé Renato. Un petit mariage le mois prochain. Juste les amis proches. Ensuite, Paris d'ici la fin de l'année. Nous ne rajeunissons pas. Il est temps de vivre comme si cela importait. Ça a toujours importé, ai-je dit. Même quand c'était dur. Surtout quand c'était dur, a corrigé Renato, me serrant plus fort. N'importe qui peut aimer quelqu'un pendant les périodes faciles. Vous m'avez aimé à travers la prison. C'est le genre de dévotion que les hommes passent des vies entières à chercher. J'ai pensé à la femme qui, ivre, était tombée sur un inconnu en dansant dans une boîte de nuit, embarrassée et mortifiée. Elle n'avait aucune idée que ce moment la mènerait à un partenariat d'affaires survivant à un scandale, à un amour s'étant approfondi à travers l'adversité, à un avenir qui ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait prévu, mais qui était parfait. « Merci », ai-je chuchoté à Renato. « Pourquoi ? Pour m'avoir attrapé les hanches au lieu de vous écarter ?
pour avoir vu en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même, pour avoir construit une vie avec moi malgré tous les obstacles. Merci de ne pas vous être arrêté, a répondu Renato, en référence à ses premiers mots pour moi. Pour avoir dansé jusqu'à entrer dans ma vie et avoir refusé d'en sortir, même quand cela aurait été logique. Dehors, le trafic de São Paulo bourdonnait à son rythme éternel. À l'intérieur de notre petit appartement au-dessus de la Casa das Memorias, entouré des œuvres d'art et des antiquités que nous avions lutté pour préserver, nous nous tenions l'un l'autre et planifions un avenir qui semblait impossible 2 ans auparavant. Le pire était derrière nous. Le meilleur restait à venir. Nous nous sommes mariés un jeudi matin d'octobre, dans la petite chapelle de Jardim Europa, où les grands-parents de Renato avaient échangé leurs vœux 60 ans plus tôt. La liste des invités était délibérément intime. Karina et Kelly qui m'avaient traîné dans cette fameuse boîte de nuit, Walter et son épouse, Zefferino et Klaus de l'équipe de restauration, et Sofia, ma fille, venue de Londres avec sa petite amie. « Tu as l'air heureuse, maman », a dit Sofia, en m'aidant à enfiler la robe crème toute simple que j'avais choisie. « Vraiment heureuse, pas du faux bonheur que tu avais avec papa. » À 24 ans, Sofia avait la franchise de sa mère et sa propre sagesse durement acquise. Elle avait soutenu ma relation avec Renato, malgré sa condamnation, reconnaissance que j'avais mis des mois à comprendre pleinement. Que mon bonheur comptait plus que l'acceptabilité sociale. « Je suis heureuse », ai-je dit, le pensant totalement. Atrocement, merveilleusement heureuse. La cérémonie a duré 20 minutes. Renato se tenait à l'autel dans un costume anthracite, la même couleur que celle qu'il portait le soir de notre rencontre, ses cheveux argentés brillant sous la lumière filtrée de la chapelle. Quand j'ai remonté la courte allée au bras de Sofia, son expression a changé. La vulnérabilité et la joie se mêlant d'une manière qui m'a coupé le souffle. Nous avons échangé des vœux traditionnels avec un ajout que Renato avait demandé. Après avoir promis d'aimer et d'honorer, nous avons chacun ajouté nos propres mots. « Je promets de ne jamais m'arrêter de danser », ai-je dit, même quand j'oublie les pas. « Je promets de toujours vous rattraper quand vous le ferez », a répondu Renato, et tout le monde a ri à travers ses larmes. La réception a eu lieu chez Renato. Chez nous, me suis-je corrigée, m'habituant encore à la permanence de ce changement. Nous avions emménagé ensemble 3 mois plus tôt, vendant mon modeste appartement et fusionnant nos vies avec la même réflexion stratégique que nous apportions aux affaires. Le jardin où il m'avait embrassé pour la première fois avait été transformé avec des guirlandes lumineuses et des tables soigneusement disposées. Le menu proposait des plats portugais que la grand-mère de Renato lui avait appris à cuisiner, accompagnés de vins brésiliens que nous avions sélectionnés ensemble. C'était intime, personnel, exactement ce que nous voulions tous les deux. Aux partenariats improbables, a trinqué Karina en levant son verre, et aux femmes qui ne sont jamais trop vieilles pour commencer à danser. Et aux hommes assez sages pour dire « Ne vous arrêtez pas », a ajouté Walter, provoquant les rires de tous ceux qui connaissaient l'histoire de notre rencontre. Ce soir-là, seul dans notre chambre après le départ des invités, Renato a retiré les épingles anciennes de mes cheveux avec des doigts précautionneux. « Madame Figueiredo », a-t-il dit, le titre étant encore étranger et merveilleux. « Madame Montero Figueiredo », ai-je corrigé. Je garde mon nom. Il ne faudrait pas que les gens oublient à quelle grand-mère appartenait cette boutique. « C'est de bonne guerre », a dit Renato, embrassant la courbe de mon cou. « Tant que vous êtes mienne pour ce qui compte. »« Toujours », ai-je promis, et je lui ai montré exactement ce que je voulais dire. L'expansion à Paris a occupé les 6 mois suivants. Renato avait trouvé un espace dans le Marais, le quartier historique connu pour ses galeries et ses antiquaires. L'emplacement était parfait, mais onéreux, nécessitant un capital que nous devions lever prudemment pour éviter de nous surendetter. Nous partagions notre temps entre São Paulo et Paris, Renato s'occupant des acquisitions européennes, tandis que je gérais les 2 emplacements à distance. Le travail était épuisant mais exaltant, chaque défi étant une nouvelle occasion de faire nos preuves. La boutique parisienne, Camille et Renato Antique, comme nous avions décidé de l'appeler, a ouvert en mars avec un fort intérêt préalable. Les collectionneurs européens appréciaient la perspective brésilienne sur l'art colonial portugais, tandis que les acheteurs français
adorait notre sélection d'artistes brésiliens contemporains. Le soir du vernissage, debout dans l'espace rénové avec Renato à mes côtés et 200 invités admirant notre inventaire soigneusement choisi, j'ai ressenti quelque chose proche de l'incrédulité. Comment en étions-nous arrivés là? D'une danse d'ivresse dans un club de São Paulo, au lancement d'une galerie internationale à Paris. Vous réfléchissez trop, a chuchoté Renato, son bras autour de ma taille. Je vois les rouages tourner. Je m'émerveille juste du voyage, ai-je dit, de la façon dont rien de tout cela n'était prévu. Les meilleures choses ne le sont jamais, a répondu Renato. On ne peut pas prévoir de tomber accidentellement sur la bonne personne. Ha! La succursale parisienne a dépassé nos prévisions dès son premier trimestre. Nous avions trouvé un marché avide de cette alliance entre expertise du vieux monde et vision contemporaine, des collectionneurs appréciant l'histoire personnelle derrière notre marque. La condamnation de Renato, qui avait semblé être un arrêt de mort pour nos affaires à São Paulo, apportait en réalité une certaine mystique en France. Les acheteurs européens trouvèrent le récit de la rédemption séduisant plutôt que disqualifiant. Nous avons accidentellement fait de votre casier judiciaire un atout marketing, ai-je dit à Renato un soir, alors que nous passions en revue les chiffres de vente. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ressentez de la gratitude pour le fait que la souffrance n'est jamais vaine si l'on en tire des leçons, a répondu Renato. Chaque erreur, chaque épreuve, tout cela devient une partie de l'histoire que nous vendons. Mais le succès a apporté des complications. Les exigences de la gestion de 2 emplacements sur des continents différents impliquaient des voyages constants, une logistique épuisante et une tension sur notre mariage encore récent. Nous étions passés de partenaires se voyant quotidiennement à des conjoints se coordonnant à travers les fuseaux horaires, notre relation se déroulant par appel vidéo et brèves retrouvailles. Ce n'est pas viable, ai-je dit après un mois particulièrement éreintant où nous n'avions passé que 5 jours dans la même ville. Quelque chose doit changer. Nous étions à Paris, dans le petit appartement au-dessus de la boutique du Marais qui miroitait notre arrangement de São Paulo. Il était 2 heures du matin. Nous étions tous les deux épuisés par le décalage horaire et irritables à cause du voyage. « Qu'est-ce que vous proposez ?» a demandé Renato prudemment. « Nous embauchons un directeur pour São Paulo, ai-je suggéré. Quelqu'un en qui nous avons confiance pour gérer les opérations quotidiennes pendant que nous établissons l'emplacement parisien. Dans 2 ans, quand les 2 boutiques seront stables, nous réévaluerons et changerons peut-être d'emplacement ou ferons venir d'autres associés. » La conversation a duré jusqu'à l'aube, examinant les options, pesant les risques, cherchant l'équilibre entre la croissance des affaires et la viabilité personnelle. Nous avons finalement convenu d'une version modifiée de ma proposition en recrutant un directeur général pour São Paulo, tandis que nous passerions les 18 prochains mois principalement à Paris. La recherche du bon directeur a pris 3 mois. Il nous fallait quelqu'un ayant à la fois une expertise en antiquité et un sens des affaires, quelqu'un à qui confier notre emplacement phare pendant que nous étions sur un autre continent. Nous l'avons trouvé dans un endroit inattendu, le bureau du procureur fédéral. Wendy Andrade avait été l'une des avocates subalternes sur le dossier de Renato, chargée des recherches documentaires. Elle avait quitté le parquet peu après le procès, désillusionnée par ce qu'elle considérait comme un excès de zèle dans la condamnation de Renato. Elle avait un diplôme de droit, un MBA et une passion pour les arts décoratifs brésiliens. Elle était parfaite. « Vous voulez embaucher quelqu'un qui a aidé à me poursuivre ?» a dit Renato quand je l'ai suggéré. « Je veux embaucher quelqu'un qui comprend la conformité réglementaire, qui a une expertise juridique et qui sait exactement quelles erreurs éviter parce qu'elle en a vu les conséquences, » ai-je rétorqué. De plus, l'image de recruter quelqu'un du camp adverse pourrait aider à réhabiliter notre réputation. Renato a accepté après avoir interviewé Wendy lui-même. Elle a commencé en juillet, travaillant à mes côtés à São Paulo pendant 2 mois, avant que nous ne lui remettions officiellement le contrôle opérationnel. La regarder prendre les commandes de l'entreprise que nous avions bâtie était à la fois terrifiant et libérateur. Avec Wendy à la tête de São Paulo, Renato et moi nous sommes installés dans la vie parisienne. Nous avons loué un véritable appartement dans le 6e arrondissement, appris à naviguer dans la bureaucratie française et découvert nos cafés et marchés préférés. À 49 ans, je vivais à Paris,
dirigeant une galerie internationale, avec l'homme que j'aimais. Si quelqu'un avait dit à la Camille de 42 ans que ce serait son avenir, elle aurait ri d'incrédulité. La boutique parisienne a prospéré sous notre gestion directe. Nous nous sommes étendus aux ventes de succession, avons établi des relations avec les plus grands collectionneurs européens, et nous sommes forgés une réputation d'authentification impeccable et d'équité commerciale. Le réseau de Renato datant de l'époque précédant sa condamnation s'est avéré précieux. Des contacts qui s'étaient éloignés pendant le scandale revenaient à présent, rassurés par notre succès légitime. Au cours de notre 2e année à Paris, nous avons été approchés par un consortium d'investisseurs brésiliens intéressés par le franchisage de notre modèle. Ils voulaient ouvrir des emplacements Camille et Renato à New York, Londres et Lisbonne, en utilisant notre marque et notre expertise pour établir un réseau mondial de galeries. Nous accorderions une licence pour notre nom, notre réputation, a dit Renato pendant que nous examinions la proposition, abandonnant le contrôle direct en échange d'expansion et de capital. Est-ce ce que nous voulons? Nous nous sommes battus si fort pour construire cela nous-mêmes, ai-je dit. Voulons-nous vraiment en céder des morceaux à d'autres? Nous avons passé des semaines à débattre, consultant Walter sur les implications juridiques, lançant des projections financières, examinant chaque angle. L'offre était généreuse, les termes favorables, le potentiel de croissance substantiel, mais cela signifiait changer fondamentalement la nature de notre entreprise. En fin de compte, nous avons décliné. La touche personnelle, la relation directe avec chaque pièce et chaque client, c'était ce qui rendait la Casa das Memorias et Camille et Renato spéciales. S'étendre ainsi diluerait ce que nous avions construit. Nous ne sommes pas des bâtisseurs d'empire, ai-je dit aux représentants du consortium. Nous sommes des conservateurs. La qualité plutôt que la quantité, les relations plutôt que les transactions. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut franchiser. Cette décision nous a paru juste, en accord avec ce que nous étions devenus. Tout le monde à notre place n'aurait pas refusé ce genre d'argent, mais l'argent n'avait jamais été le but. C'était le travail lui-même, le partenariat, le défi quotidien de trouver et de placer de beaux objets. C'était cela, la récompense. À 51 ans, Renato a commencé à parler de succession. « Nous ne ferons pas cela éternellement », a-t-il dit un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. Un jour nous voudrons ralentir, voyager pour le plaisir plutôt que pour les affaires, consacrer du temps à d'autres choses. Nous devrions planifier cette transition. Êtes-vous en train de dire que vous voulez prendre votre retraite? Ai-je demandé, surprise. Renato semblait dynamisé par le travail, s'épanouissant dans les défis. Pas la retraite, l'évolution, a-t-il clarifié. Peut-être que dans 5 ans, nous ferons venir des partenaires plus jeunes, des gens capables de porter la vision plus loin pendant que nous passerons à des rôles de conseillers. J'ai déjà fait la phase de construction à partir de rien. J'aimerais connaître la phase où l'on récolte les fruits avant d'être trop vieux pour en profiter. La conversation s'est poursuivie au cours des mois suivants, devenant une partie de notre planification à long terme. Nous avons identifié des successeurs potentiels, commencé à préparer Wendy à São Paulo pour des responsabilités accrues, et commencé à esquisser ce à quoi une semi-retraite pourrait ressembler. Mais la vie, comme je l'avais appris, avait d'autres projets. Un mardi matin de juin, en consultant mes emails au petit déjeuner, j'ai reçu un message qui a fait trembler ma main au point que j'ai failli lâcher mon téléphone. L'objet disait « Vente de succession d'intérêts, collection Alberto Santos, Lisbonne ». Je connaissais ce nom. Tout le monde dans le milieu des antiquités portugaises connaissait ce nom. Alberto Santos avait été l'un des plus grands collectionneurs européens d'art colonial brésilien, sa collection privée rivalisant avec les plus grands musées. Il était décédé 3 mois plus tôt et sa succession était liquidée par une série de ventes aux enchères très exclusives. « Renato », ai-je dit, ma voix sonnant étrangement à mes propres oreilles. « Nous devons partir à Lisbonne. » Tout de suite. La visite privée de la succession Santos était limitée à 50 marchands et collectionneurs préapprouvés. La condamnation de Renato nous avait initialement exclus de la liste, mais Walter avait tiré parti de notre succès parisien et de notre réputation pour obtenir une invitation. Nous avions 48 heures pour voir la collection avant la première vente. La résidence Santos à Lisbonne
était un palais, littéralement 4 étages d'architecture du XVIIe siècle parfaitement préservés, rempli de trésors qui ont fait s'arrêter même Renato, qui avait pourtant tout vu. Des meubles baroques brésiliens ayant appartenu aux résidences des gouverneurs coloniaux, de l'art sacré provenant d'églises démolies, des céramiques et de l'argenterie documentant 3 siècles d'échanges luso-brésiliens. « C'est la collection d'une vie », a chuchoté Renato, alors que nous parcourions les pièces. Tout ce pour quoi nous avons travaillé était représenté ici. « Avons-nous les moyens de miser ?» ai-je demandé de façon pragmatique. Les estimations étaient astronomiques, des millions d'euros pour certaines pièces. « Nous pouvons miser de manière stratégique », a répondu Renato. « Pas sur tout, mais sur des pièces choisies qui serviraient d'ancrage à nos 2 établissements. C'est l'opportunité pour laquelle nous avons bâti tout cela. Nous avons passé 2 jours à évaluer, photographier et rechercher. Renato a sollicité des faveurs auprès d'experts en conservation, organisé un financement via des marchands avec lesquels il était partenaire depuis des décennies, et bâti une coalition prête à enchérir conjointement sur certains lots. L'enchère était prévue sur 3 jours, avec des catégories différentes chaque jour. Nous visions le dernier jour, celui où l'art religieux et le mobilier coloniaux seraient vendus. C'étaient les pièces les plus proches de notre expertise, là où nos connaissances nous donnaient un avantage sur des enchérisseurs moins spécialisés. Le matin du 3e jour, Renato et moi étions dans notre chambre d'hôtel pour revoir notre stratégie. Nous avions l'autorisation d'enchérir jusqu'à 800 000 euros sur 5 lots, des fonds obtenus en mettant nos 2 boutiques en garantie. C'était un risque qui m'aurait terrifié 5 ans auparavant. À présent, cela semblait être l'aboutissement de tout notre parcours. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a dit Renato en prenant ma main, nous avons déjà gagné. Nous sommes ici. Nous sommes assez respectés pour enchérir. Nous avons construit quelque chose qui nous offre cette chance. C'est cela, la vraie victoire. Gagnons aussi l'enchère, ai-je dit en l'embrassant. La victoire est plus douce avec des trophées. La lutte fut féroce, compétitive. Exactement l'environnement de haute tension où Renato excellait. Nous avons perdu les 2 premiers lots sur lesquels nous avions misé, distancés par des musées et des collectionneurs privés aux moyens plus vastes. Mais le 3e lot, une paire de consoles baroques du Minas Gerais, nous l'avons obtenu pour 175 000 euros, après une bataille tendue contre un musée brésilien. Le 4e lot, un magnifique oratoire d'une église de Bahia du XVIIIe siècle, nous l'avons laissé filer. Les enchères ont dépassé notre limite rapidement et Renato a su s'arrêter à temps. Mais le 5e lot, la pièce que nous avions identifiée comme notre cible principale, nous nous sommes battus pour l'obtenir de toutes nos forces. Un ensemble complet de mobilier de l'époque coloniale, 4 chaises, une table et un cabinet, documenté comme ayant appartenu à une famille noble portugaise avant d'être envoyé au Brésil en 1750. La provenance était irréprochable, l'état extraordinaire, la portée historique indéniable. Les enchères ont commencé à 200 000 euros. En quelques minutes, elles avaient doublé. Renato misait calmement, méthodiquement, levant sa plaquette avec la confiance de celui qui savait exactement ce qu'il était prêt à payer et pourquoi. Quand nous avons atteint 600 000 euros, il ne restait plus que 2 enchérisseurs. Nous et un représentant d'un grand musée américain. À 700 000 euros, le représentant du musée a hésité, consultant son téléphone. Renato a monté à 725 000 sans sourciller. Le musée est allé jusqu'à 750 000. Renato a répliqué à 760 000, notre maximum absolu. La salle a retenu son souffle. Le représentant du musée a secoué la tête, se retirant de l'enchère. Le marteau du commissaire-priseur est tombé, adjugé au numéro 47, Camille et Renato Antique, pour 760 000 euros. Nous l'avions fait. Nous avions obtenu l'une des pièces les plus significatives de toute la succession. La salle a éclaté en applaudissements. Une reconnaissance de nos pairs attestant que nous avions notre place à ce niveau, que notre voyage du scandale au succès était accompli. Ce soir-là, fêtant cela dans notre chambre d'hôtel avec du champagne et une joie épuisée, Renato m'a attiré sur ses genoux. « Nous venons de tout parier sur un seul achat », a-t-il dit. « Nous sommes soit des génies, soit des fous. Nous sommes des danseurs », ai-je répondu,
repensant à cette plateforme de boîte de nuit. Nous bougeons sans trop réfléchir à l'endroit où nous allons atterrir. Cela a toujours été notre force. Dansez avec moi maintenant, a dit Renato, se levant et m'entraînant avec lui. Il n'y avait pas de musique, juste le son du trafic de Lisbonne par la fenêtre ouverte. Mais nous nous sommes balancés ensemble dans la chambre d'hôtel, bougeant sur un rythme que nous seuls pouvions entendre. À 53 ans, Renato avait une distinction qu'il n'avait pas à 48 ans. Ses cheveux argentés lui allaient bien. Les rides au coin de ses yeux donnèrent du caractère à son visage. La confiance de la survie et du succès le rendait plus attirant que n'importe quel trait physique. « Je vous aime », ai-je dit contre son épaule. « Encore plus que le soir où vous m'avez attrapé les hanches en me disant de ne pas m'arrêter. »« Je vous aime parce que vous ne vous êtes pas arrêté », a répondu Renato, pour avoir dansé jusqu'à entrer dans ma vie et avoir refusé d'en sortir, même quand cela aurait été logique. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec l'intensité lente de ceux qui ont appris à savourer les instants, qui ont assez vécu pour savoir que le temps est précieux et ne doit pas être gaspillé pour autre chose qu'une présence totale. Le mobilier Santos est arrivé à Paris 3 semaines plus tard, authentifié et assuré pour le double de son prix d'achat. Nous l'avons présenté lors d'une exposition spéciale dans la boutique du Marais, pièce maîtresse d'une exposition documentant 3 siècles d'échanges culturels luso-brésiliens. Le vernissage a attiré les conservateurs du Louvre et du musée d'Orsay, des collectionneurs de toute l'Europe et la presse des plus grandes revues d'art. Debout dans la galerie, regardant des Parisiens sophistiqués admirer des meubles que nous nous étions battus pour acquérir, j'ai pensé à l'improbable chaîne d'événements qui nous avait menés ici. Une danse d'ivresse, une proposition d'affaires, une condamnation fédérale, 2 ans de séparation, une reconstruction contre toute attente, et à présent ceci. La reconnaissance internationale, la sécurité financière et un partenariat ayant survécu à tout ce que la vie pouvait nous lancer. « Vous réfléchissez encore », a dit Renato, apparaissant à mon coude avec 2 coupes de champagne. « Je m'émerveille juste du chemin parcouru », ai-je dit en acceptant le verre, de la façon dont un seul instant peut tout changer. « À la danse et aux inconnus », a trinqué Renato. « Aux inconnus qui nous rattrapent quand nous dansons », ai-je répondu, et nous avons tous les 2 ri, le rire de ceux qui ont assez survécu pour trouver de la joie dans l'absurdité des virages de l'existence. L'exposition a fait salle comble avant la soirée de clôture. Le mobilier Santos à lui seul a généré suffisamment de bénéfices pour sécuriser les opérations des 2 boutiques pour les 5 prochaines années. Nous avions fait plus que survivre à la condamnation de Renato. Nous avions construit quelque chose de durable, de respecté et d'uniquement nôtre. À 49 ans, j'avais un partenaire d'affaires et un mari que j'aimais totalement. 2 galeries florissantes sur des continents différents et un avenir qui semblait plein de possibilités plutôt que prédéterminé. La version de moi-même, qui était montée à contre-cœur sur cette plateforme de boîte de nuit, ne reconnaîtrait pas la femme que j'étais devenue. Mais elle était toujours là, quelque part à l'intérieur. La part de moi capable de danser sans se soucier de qui regarde, capable de prendre des risques sans en connaître l'issue, capable de tomber sur un inconnu dangereux et d'y voir une possibilité plutôt qu'une menace. « Ne vous arrêtez jamais de danser », a chuchoté Renato à mon oreille, alors que l'exposition touchait à sa fin. « Je ne compte pas le faire », ai-je répondu. « Nous ne faisons que commencer. » Et là, debout dans notre galerie parisienne, entouré des fruits de notre partenariat improbable, je savais que c'était vrai. Les meilleures danses, celles qui valent la peine d'être vécues, ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles évoluent simplement, trouvant de nouveaux rythmes, de nouveaux pas, de nouvelles façons de se mouvoir ensemble à travers un monde qui fait tout son possible pour vous arrêter. Mais nous ne nous étions pas arrêtés. Et nous ne le ferions pas. Pas tant que nous nous aurions l'un l'autre. Pas tant qu'il y aurait de belles choses à trouver, des histoires à raconter et des raisons de continuer à bouger. La musique pouvait changer, mais la danse continuerait.